J'ai dit à ChatGPT, voilà mes contacts LinkedIn, voilà le poste que je recherche, tu me classes les 20 personnes les plus susceptibles de postuler et qui seront le plus adaptées à mon offre, et tu me prépares un message d'intro pour tous. Ça, c'est pareil, c'est un petit truc, mais c'est 2 heures de gagné. Donc sur une stratégie d'investissement, si tu comprends bien cette capacité de ChatGPT, tu peux le pousser à fond. Ah bah faites-le avec GPT, vous allez être bluffé. Ah, il va avoir quelques petits trous, mais sur le gros du gros, il va être très bon. On démarre avec Martin, un verre d'eau et un café. Sur ce podcast, on va parler des manières concrètes d'utiliser l'IA pour mieux investir, pour trouver des biens plus rentables, peut-être pour gérer ses locataires différemment. Je vais un peu te présenter, te challenger avec différents cas pratiques d'IMO, et tu vas me dire comment on peut gagner plus. C'est peut-être du temps, c'est peut-être de l'argent grâce à l'IA. Déjà, ça sert à ça, l'IA, à gagner plus de temps et plus d'argent? Ouais, gagner beaucoup de temps, ça c'est sûr. Gagner de l'argent, bah du coup oui, parce que de son temps, on dégage du temps, donc on peut l'utiliser pour générer de l'argent, pour faire des choses. Et ça fait surtout gagner beaucoup de qualité, moi je pense. Souvent, moi je dis tout le temps en entreprise, vous allez gagner du temps et vous allez gagner en qualité. En fait, gagner en qualité, ça fait perdre du temps à court terme, mais ça fait gagner du temps à long terme. Prenez l'exemple des locataires. Moi j'ai des gestionnaires locatifs qui passent tous leurs mails de réponse aux locataires par ChatGPT. Ils perdent du temps, mais il y a un gain de qualité qui est tel qu'en fait, il n'y a plus d'aller-retour de mail derrière avec le locataire. C'est clair pour tout le monde, il n'y a plus d'échanges, et donc à long terme, tu gagnes vraiment du temps. Donc on retombe peut-être tout le temps sur ce gain de temps, mais gagner en qualité, c'est un vrai truc. Bien écrire, structurer sa pensée, faire des belles images, mieux communiquer. Ça, c'est pas forcément du gain de temps, mais c'est beaucoup de qualité en plus, et donc plus de clients, plus de clients contents aussi. Donc ouais, c'est surtout ça. Trop bien. Temps et qualité. On va rentrer un peu dans ton parcours pour savoir pourquoi tu es légitime à nous parler de ce sujet. Yes, pourquoi j'essaye de l'être. Pourquoi, d'où tu viens? Donc moi je viens, alors à l'origine de l'origine, je vais peut-être pas trop m'étaler dessus, mais moi je suis provincial, je viens de Saint-Etienne, j'ai grandi à Saint-Etienne, j'ai fait ma prépa. Belle ville pour investir, ça. Belle ville pour investir avec de belles rentabilités, alors faites attention s'il y a d'autres problèmes dans cette ville, d'où la grosse rentabilité, mais ça va toujours avec. Ça va très souvent avec. Les problèmes de squat sont assez importants et assez durs à Saint-Etienne. Donc j'ai grandi là-bas et je fais ma prépa à Lyon, 2 ans de prépa classique, j'intègre une école de commerce ensuite à HEC à Paris, que je fais pendant 4 ans, et en fait le déclic il est pendant ma première année de césure, enfin pour mes 6 premiers mois de césure, pardon. Donc en fait quand vous êtes en école de commerce au bout de 2 ans, 3 ans, vous devez faire un an de stage, 2 fois 6 mois. Je fais mes 6 premiers mois en immobilier parce que un peu de famille en immobilier, mon frère en immobilier, donc je me dis bah tiens, plus facile pour trouver un stage, on va pas se mentir, donc je trouve un super stage grâce à lui. Je fais de l'investissement immobilier, je me dis super, j'adore l'immobilier, ça m'a vraiment plu dans un gros fonds d'investissement. Mais le taf de stagiaire, je pouvais pas. J'aimais pas, fallait que je fasse des slides, fallait que je fasse de l'Excel. Enfin bref, j'ai une famille d'entrepreneurs sur plusieurs générations et j'ai été baigné là-dedans. Et bah voilà, inconsciemment, tu veux faire la même chose et donc tu peux pas. Oui, c'est dur d'avoir des ordres d'un boss ou d'un mec qui a ton âge qui te donne des ordres pour faire des slides, des Word. Enfin bref, je supportais pas. Du coup, je me dis j'arrête ma césure et je fais 6 mois j'essaie de monter une boîte pendant ma deuxième partie de césure. Et je monte une boîte avec mon frère qui existe toujours, qui s'appelle la Maison des Mandataires. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un très gros écosystème qui était les mandataires immobiliers, qui était peu défendu et peu visible. Les mandataires immobiliers, je pense que les gens connaissent ici, mais pour rappel, c'est des gens qui font le même métier qu'un agent, sauf que la vraie différence, c'est qu'ils n'ont pas de vitrine physique. Vous avez une agence Century 21, vous n'avez pas d'agence IAD France, par exemple. IAD étant la plus grosse entreprise de mandataires immobiliers, on appelle ça un réseau de mandataires. Et souvent, ils ne sont pas en CDI, ils sont en auto-entreprise ou en indépendant. Ils sont indépendants, ils n'ont pas de vitrine physique. Donc c'est vraiment, qu'on pourrait dire l'auto-entrepreneur. Alors beaucoup ne sont plus auto-entrepreneurs parce qu'ils font des gros chiffres, mais c'est vraiment faire ça en indépendant, en totale autonomie et être accompagné par ce qu'on appelle le réseau. IAD, Sapti, Capifrance, ce sont les grosses marques de réseau de mandataires qui vous fournissent une marque, les outils techno, la carte T, parce que c'est un vrai métier de reconversion. Et il faut une carte T pour être agent immobilier, sauf que vous pouvez déléguer cette carte T. Donc les mandataires profitent de la délégation de carte T de leur réseau, des outils techno, une marque, de la formation, voilà à quoi servent les réseaux. Donc c'est un très gros écosystème. Il y a 50 000 mandataires aujourd'hui, plus que d'agents immobiliers déjà. Beaucoup ne le savent pas, mais il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup plus, il y a plus de mandataires que d'agents immo. Et donc, nous, on a vu ça, on s'est dit, là, non seulement il y en a plus, mais la trend, elle est totalement inverse. La croissance ne s'arrête pas chez les réseaux mandataires, alors qu'il y a vraiment de la décroissance dans les agences immobilières. Et donc, on se dit, c'est dingue cet écosystème aussi puissant, qui est si peu mis en avant. Moi, je connaissais même pas ce que c'était qu'un mandataire immobilier. Il y a des francs, j'avais jamais entendu parler, alors qu'ils étaient déjà 13 000 ou 12 000 à l'époque. Et donc, on se dit, il y a un gap. Et du coup, on a créé la Maison des Mandataires, qui est à la fois un média qui met en avant les mandataires immobiliers. On interviewe les meilleurs mandataires de tous les réseaux, on interviewe les patrons et les patronnes de réseaux, on fait des baromètres pour expliquer un petit peu aux gens, voilà ce que sont les réseaux mandataires, comment ils évoluent, quel chiffre d'affaires ils ont fait cette année, combien il y a de mandataires. Bref,
On fait tout un panorama pour les mettre en avant. On parle d'eux dans les médias. Donc les meilleurs mandataires, ils gagnent combien? Les meilleurs mandataires, ça gagne aujourd'hui tout seul 800 000 euros par an. Okay, on en connaît qui font 800 000, 900 000 mais cette année, je crois. Oui, c'est colossal. Et c'est des gars et des filles d'ailleurs. Je veux dire, c'est des gars, mais c'est des gars et des filles qui sont passionnants. On en rend compte, c'est des profils. Vous avez jamais l'agent. Les meilleurs mandataires, c'est très rarement des super agents immobiliers qui sont devenus mandataires. C'est des super vendeurs de voitures, c'est des super pharmaciens. Vraiment, c'est des gens qui ont le contact humain, qui ont des gros réseaux, qui ont un super contact humain, qui sont des commerciaux hors pair, qui, je pense, si c'est un tout autre métier, seraient aussi géniaux. Ouais, ils pourraient vendre n'importe quoi. Ils sont très forts, très à l'écoute du client. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est toujours, et vraiment en 100% des cas, des profils très atypiques. Nous, on est choqués à chaque fois des jeunes, des fois, qui débarquent. On dit toujours les jeunes, par exemple, c'est très dur d'être mandataire quand tu es très jeune. Bah, tu vas en voir un qui débarque et qui fait 700 000 euros, un jeune de 25 ans. Et comment il fait? Bah, tu sais pas. Tu creuses un peu, tu comprends pas. C'est vraiment des profils super atypiques. Quand tu creuses, c'est plutôt, genre en effet, tu as l'air de me dire des très bons vendeurs de voitures, etc. Est-ce qu'eux aussi, ils appliquent des techniques de grosses, un peu digitales, etc. ou c'est pas tant que ça? Digital, je dirais pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. En fait, les mandataires, on parlait tout à l'heure de la formation que j'ai fait là, sur les mandataires. Ouais. J'ai appelé ça le mindset des top vendeurs parce que je pense que pour être un top vendeur, c'est pas les outils qui font la différence, c'est le mindset. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont les mêmes outils que tout leur réseau. Tu vois, chez IAD, ils sont 15 000. Ouais. Bah, tu en as peut-être 10 000 qui font moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires et tu en as 100 qui font plus de 500 000 ou plus de 300 000. Ils ont les mêmes outils, ils ont la même marque, ils ont la même communication, ils ont quasiment tout pareil. Sauf qu'il y en a un qui a un mandataire ou une mandataire qui a mieux compris le client, qui fait plus d'efforts à écouter le client, qui fait plus attention aux petites choses. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de mindset et beaucoup de soft skills, je cherchais le mot, qui font vraiment la différence et qui font que tu peux passer de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 700 000 dans la même ville. Beaucoup qui disent oui, mais c'est peut-être des gars à Saint-Tropez qui vendent des villas. Oui, il y en a, et ça aide d'être là-bas. Mais moi, je peux te donner des gens dans des villages de 10 000 personnes qui font 600 000 euros de chiffre d'affaires. C'est des ovnis. Donc, c'est un écosystème passionnant, vraiment passionnant. Et donc, voilà, on a fait la maison des mandataires il y a 2 ans et demi aujourd'hui, bientôt 3 ans. On a une 50aine de réseaux partenaires, ça fonctionne bien. L'écosystème a beaucoup grossi depuis et on l'accompagne là-dedans. Donc, c'est vraiment top. Des super boîtes, des super acteurs. Et il y a un an, comment on arrive dans l'IA, il y a un an, moi je découvre ChatGPT comme tout le monde. D'ailleurs, je crois qu'on est, je sais pas la date exacte, on est le 28, 27. Ouais, on est le 28 novembre. 28, dans 2 jours, c'est la fête d'anniversaire de ChatGPT, je crois que c'était le 30. Ok. Sortie de ChatGPT. Il y a une grosse fête, un truc. Je sais pas, j'ai pas été invité en tout cas. Je pense que eux, ouais. Je pense qu'à San Francisco, là, ils vont pas se gêner. Mais nous, c'est à toi de l'organiser à Paris, ça. J'aurais dû, ouais, c'est vrai, j'aurais dû. Non, mais hélas, on le fêtera tranquillement chez nous dans nos bureaux. Mais je vois ce truc sortir et je me dis, incroyable, j'arrive à faire plein de choses avec. Je vois que ça me change vraiment la vie au quotidien. Et je me dis, je vais creuser un petit peu. Et comme moi, j'aimais bien le système de newsletter. Ouais, j'ai une newsletter avec la maison des mandataires. J'ai eu une newsletter sur l'immobilier aussi pour apprendre des petits boulots immobiliers aux gens. J'aimais bien ce format. Je me dis, je vais faire une newsletter sur l'IA. J'aime bien. En plus de bien aimer le format, toi et ton frère, vous êtes bons pour faire monter des newsletters. On est plutôt bons, ouais. On en a une chacun qui avait 20 000 abonnés. Ouais. Les deux ont 20 000 abonnés, même un peu plus maintenant. Donc on s'est dit, go, on aime bien ce format. Moi, je connaissais bien l'IA, je lisais beaucoup de choses sur l'IA, je l'utilisais beaucoup au quotidien. Donc je dis, je vais en parler dans une newsletter, puis on verra ce que ça donne. Et on monte à 20 000 abonnés assez vite aussi. Donc c'est la 3e newsletter qu'on a avec 20 000 abonnés. C'est une formation sur les montées des newsletters. Je devrais. J'ai hésité d'ailleurs à un moment donné. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais on fait cette newsletter et plutôt un side business au début. Moi, j'étais toujours sur la maison des mandataires. Ça se passait bien, j'aimais bien. Donc on se dit, on verra ce qu'on en fait. Sauf que quand tu montes à 20 000 abonnés en 2 mois et que tu as des demandes de partout pour faire de la formation à ChatGPT, faire de l'accompagnement d'entreprise, on s'est dit, OK, on en fait une vraie boîte. Parce que là, le besoin est trop fort. Quand tu as lancé, tu savais pas que ça serait ça le modèle? Non, pas du tout. Moi, mon modèle en tête, quand j'ai lancé ça, c'était de me dire, je fais une newsletter qui grossit beaucoup et que je vais monétiser. D'accord. Monétiser dans le sens monétisation directe. Je vais vendre des formations sur la newsletter, je vais la faire peut-être payante, je vais vendre des bootcamps, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme un créateur de contenu plutôt. Me monétiser comme un créateur de contenu. Mais au début, je me disais pas du tout, je vais accompagner les entreprises là-dedans. Quand on s'est rencontrés, c'était il y a peut-être un an. Et tu étais un peu au tournant de ça, justement. Ouais. Tu étais entre est-ce que je me lance dans l'IA, est-ce que je crée un média IMO encore plus gros en t'associant avec des créateurs de contenu, etc. Ouais, c'était un peu exactement, j'avais cette idée-là de créer un gros média IMO et je pense qu'il y a toujours la place pour le faire avec des gens qui sont motivés comme toi sur le podcast, des gens sur la newsletter, sur du YouTube, sur plein de formats différents. Et ouais, j'étais un peu entre deux et l'IA m'a complètement happé, quoi. Puis c'est honnêtement passionnant. Quand tu découvres, alors ça l'est encore aujourd'hui évidemment, mais il y a un an, quand tu découvres que tu as un outil qui peut écrire pour toi, qui peut faire des vidéos pour toi, qui peut faire tout ça, tu te dis waouh, on rentre dans un nouveau monde. Donc moi, ce nouveau monde m'a encore plus excité, donc je me suis dit go
go, on va là-dedans. Et donc, beaucoup de demandes de la newsletter. Et en juin, après 6 mois de newsletter, parce qu'on la lance en février, je crois, ouais, février-mars, donc tu n'as même pas 6 mois de newsletter. 3 mois de newsletter plus tard, tellement de demandes qu'on se dit avec donc Vincent, qui est mon frère et mon associé, on se dit, OK, on change de paradigme, on en fait une vraie boîte. Et on sent que le vrai besoin, c'est l'accompagnement des entreprises. Et donc, on accompagne les entreprises sur une partie formation, e-learning et présentiel, on forme beaucoup. Et audit. On va dans le quotidien des entreprises, on audite toutes les tâches réalisées par les collaborateurs. Et on leur dit, voilà, vous allez mettre du GPT, voilà, là, vous n'allez pas en mettre, parce qu'on y reviendra, mais c'est aussi important de ne pas tout faire avec. Tout n'est pas possible. Et donc, voilà, ces 2 activités, on lève 1 million d'euros pour se développer parce que trop de demandes. Donc, il fallait recruter très vite. Et on recrute, on est 10 aujourd'hui. Trop bien. Voilà, l'activité marche bien. Et le lien entre les deux, c'est qu'on s'est directement dit, c'est bien de faire de l'IA, mais on connaît bien l'IA. Maintenant, on est encore jeune dans l'IA, donc on n'a pas cette crédibilité très forte. Et on n'a pas de crédibilité dans beaucoup de secteurs. Il y en a un qu'on maîtrise très bien, où on connaît tous les métiers du secteur, où on connaît tous les acteurs, etc. C'est l'immobilier. Et donc, on s'est dit, on va se spécialiser dans l'accompagnement d'acteurs immobiliers. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques clients qui ne font pas de l'immobilier, mais 95% de nos clients sur l'IA sont des boîtes de l'immobilier. Je savais pas. Des promoteurs, des asset managers, des agences immobilières, des syndics, des gestionnaires, tous les métiers que tu peux imaginer. Et en fait, c'est bien parce que eux, ce qu'ils veulent, et là aussi on y reviendra, mais il ne faut pas juste connaître l'IA. Des data scientists, ça existe depuis 10 ans. Des spécialistes d'IA, ça existe depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, les gens ont déjà eu accès à ces spécialistes-là. Nous, on vient dire, on connaît bien vos métiers, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mon associé, d'ailleurs, a une société de conseil, Vincent, où il accompagne les acteurs sur leur stratégie, des acteurs de l'immobilier. Donc, il connaît encore plus que moi ces métiers. Et on s'est dit, on les connaît tellement bien que notre connaissance de l'IA nous suffit. Maintenant, elle est beaucoup plus développée, mais à l'origine, on leur a dit, ça nous suffit pour vous dire, voilà où vous pouvez mettre de l'IA. Voilà dans l'entreprise, voilà chez un promoteur qui peut gagner du temps et qui ne peut pas en gagner. Pareil chez un agent, pareil chez un syndic. Et donc, c'est ce qui plaît aux boîtes de l'IMO aujourd'hui, avec qui on a assez facilité à signer parce qu'on connaît trop bien leur métier, donc ça va super vite. Et on donne des vrais recos, pas juste du fantasme de tiens, fais un film avec ChatGPT. Bon, bah oui, ça marche bien sur Twitter, mais en fait, ça marche pas en vrai. C'est bien parce que tu croises 2 compétences spécifiques hyper fortes. Ouais. C'est souvent d'ailleurs une manière de créer un business qui fonctionne. Exactement. Et là, tu as IA et immobilier. Ça marche Exactement. bien. Puis c'est un secteur qui est encore trop délaissé, tu vois, on s'en rend compte. Je comprends pas pourquoi, mais on commence à avoir quelques concurrents sur la partie généraliste, sur tout client confondu. Alors sur l'immobilier, personne. Puis quand on dit aux gens, nous on se spécialise en immobilier, quand on dit à des concurrents, ils ont un peu cette vision de dire, ah ok, bon, bah, amusez-vous là-bas et puis on verra. En fait, ça marche énorme. Ça marche énorme, des boîtes qui gagnent de l'argent. C'est quand même plutôt bien d'avoir des clients qui gagnent de l'argent plutôt que des clients qui en perdent, si c'est plus pérenne. C'est des grosses boîtes d'immobilier qui gagnent de l'argent, qui sont là depuis longtemps, dont les fondateurs sont encore là pour beaucoup. Alors, je caricature un peu, mais c'est quand même ça. C'est beaucoup de belles boîtes, j'aime bien dire. C'est beaucoup de belles boîtes. C'est pas que des startups qui ont levé 100 millions d'euros et qui, dans 2 ans, ne sont plus là. Donc, c'est super intéressant de bosser avec ces boîtes-là. Les fondateurs, ou en tout cas les managers, comprennent très vite l'impact de l'IA. Ils sont lucides, parce que tu vois, je parlais des startups, 3/4 des startups, ils te disent non, mais c'est bon, on le fait déjà, on l'utilise déjà. Bon, bah ok, allons voir plus loin. En fait, quand on creuse, ils ne l'utilisent pas ou mal. Au moins, dans ces boîtes d'immobilier, j'ai l'impression, des 50 clients qu'on a accompagnés aujourd'hui, il y a plus de lucidité. Ils nous disent, bon, voilà, moi, je comprends pas. Par contre, je comprends très bien les impacts quand vous me les donnez. Et ben, venez auditer ma boîte, venez nous former et venez nous préparer à cette vague. Pour réintroduire rapidement le sujet, on n'a pas inventé l'IA en 2023. Pourquoi c'est en 2023 que tout le monde en parle? Ouais, c'est en fin 2022 que ça sort rapidement. Que OpenAI sort. Que ChatGPT sort aux yeux du grand public. En fait, l'IA, c'est vieux comme le monde. Hein. Ça existe depuis, j'aime bien dire, 1942, 43. C'est pas de bêtises. Je sais pas si tu as vu le film Imitation Game. Sur Alan Turing. En fait, c'est Alan Turing qui crée la première machine capable de décoder un code avec des petits raisonnements neuronaux artificiels. Si je schématise, donc c'est assez vieux l'IA. Ensuite, dans les années 90, ça se développe beaucoup avec le machine learning. On fait manger des millions et des millions de photos à des algorithmes d'IA et on leur dit, bah tiens, maintenant que tu as mangé 1 million de chats, je te redonne une photo de chat, tu dois me dire si c'est un chat ou non. Et ça, dans les années 90, la machine était capable de le faire. Dans la médecine, on l'utilise depuis très longtemps. Les cancers du sein sont repérés avec de l'IA depuis très longtemps. C'est plus des humains, mais c'est bien des machines qui détectent parce qu'elles ont mangé des millions de photos. Et en fait, en 2015, il y a l'IA générative qui arrive. Ça, c'est une vraie différence. L'IA générative, c'est une nouvelle manière de faire de l'IA qui se dit, ok, c'est bien de reconnaître des images, de reconnaître peut-être du texte entre 2 textes. La problématique, c'est comment on fait pour générer du contenu à partir de rien. Alors, à partir de rien, c'est pas vrai, parce qu'il faut lui mettre du texte, mais en tout cas, générer du contenu qui n'existait pas avant. Et en 2015, il y a ces premiers algorithmes de génération de contenu qui se créent. Donc, c'est OpenAI qui crée en 2015 et qui sort, je crois, en 2017 exactement son premier modèle de génération d'images et de textes.
Et même dans ces modèles qu'on appelle d'IA générative, il manquait encore une brique qui arrive plutôt fin des années 2010, qui est le texte. Parce que l'image, on a su la créer assez rapidement. On a su faire manger 1 million de photos ou 1 milliard de photos de chat à une machine et lui dire « Non plus tu reconnais, mais maintenant tu me crées une image de chat ». On a su le faire assez précocement. Mais le vrai problème, c'était le texte. Et le texte, ça a mis du temps. On a du mal à copier le langage humain, c'est quelque chose de très compliqué. Et en fait, les premiers modèles en 2018, donc OpenAI sort son premier modèle de texte, GPT-1, qui marchait bien, mais qui avait encore plein de problèmes, etc. Et GPT 3.5, qui est l'avant-dernier modèle, est sorti déjà dans les années 2020, donc ça existait déjà en 2020, quoi, tout ça. La seule différence par rapport à fin 22, où là on a vraiment l'émergence aux yeux du monde entier, c'est que ces modèles étaient très difficiles d'accès. Il fallait utiliser l'API, c'était compliqué. Et en fin 2022, en fait, OpenAI et Sam Altman, son fondateur, se disent quid de si on met cet outil génial, qui était déjà génial, dans les mains du monde entier. Et donc ils ont créé une interface. C'est vraiment le concept d'interface. Ils se sont dit, on crée une interface facile d'utilisation, que Martin comprend, que son petit cousin comprend, mais que sa grand-mère comprend aussi et peut utiliser. Et donc, ils créent cette interface fin 2022, qui s'appelle ChatGPT. Donc, le modèle, c'est GPT. Aujourd'hui, on en a GPT-4, mais c'est ChatGPT, l'interface. Et donc, c'est ça qui fait qu'en 5 jours, on atteint 1 million d'utilisateurs, en 2 mois, 100 millions, des chiffres complètement dingues. Et parce que les gens se retrouvent avec un modèle qui génère du langage, à qui ils peuvent parler en langage naturel, comme ils parlent à leurs cousins, à leurs copains, copines, mais qui réalise des tâches assez complexes et assez rapides. Donc c'est ça la vraie révolution, c'est vraiment la révolution de l'interface plus que de la techno. Il y a d'autres outils indispensables autres que ChatGPT qu'il faut avoir en tête, ou on va parler que de ChatGPT globalement? Non, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup en fait qui utilisent l'IA générative, donc la techno de ChatGPT pour faire des tâches spécifiques. Tu vois, sur le résumé de réunion, moi j'utilise beaucoup. J'ai un outil qui s'appelle Nuta que je branche à toutes mes réunions Zoom et à la fin il me fait un résumé de ma réunion. Voilà ce qui a été dit, voilà les points clés, voilà les objections de ton interlocuteur, voilà la to-do. Tu lui as dit que tu devais l'inviter à dîner, que tu devais lui envoyer ton CV, je ne sais quoi. Et donc il y a d'autres outils, il y a pas mal d'outils. Tu pourrais le brancher sur notre podcast, Nuta? Tu pourrais totalement. Il écoute, alors il voit et il écoute, donc tu peux faire les deux. Ok. Et il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils qui viennent utiliser ces technos d'IA générative. D'ailleurs, nous on a une newsletter Mister IA sur laquelle on envoie 2 fois par semaine et sur laquelle on présente à chaque fois 5-6 outils. Et toutes les semaines, on en trouve 50 nouveaux. D'accord. Des gens qui arrivent à créer des petits outils au fin fond de leur chambre dans le Mississippi, tu vois, parce que l'IA les aide tellement à créer l'outil déjà, qu'en fait, ils sont trop forts. Ils créent plein de petits outils pour plein de tâches différentes. Créer des CV, analyser des fiches, enfin, vraiment tout ce que tu peux imaginer, il existe un outil IA. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle There is an AI for that. Et tu vas sur ce site-là et tu lui dis voilà ce que je veux faire et il te sort tous les outils IA. C'est pas mal. Très marrant. Mais faire attention parce que du coup, c'est plein de petits outils qui respectent pas du tout la data, qui sont faits comme je disais dans une chambre dans le Mississippi. Donc c'est à la fois marrant, mais à la fois si les gamins ils partent demain, je ne sais où faire, je ne sais quoi, l'outil existe. Ouais, bien sûr. Donc il y a beaucoup de trucs pas safe du tout. Mais pour des petits cas d'usage, moi j'en utilise des fois des trucs pas safe parce que je mets pas la data confidentielle. Et ça te change la vie, quoi. Tu gagnes un temps fou. Donc ouais, beaucoup de petits outils IA, mais ChatGPT permet déjà de faire 80% du boulot. Avant d'entrer dans le cœur des cas d'usage de l'IMO et de l'IA, toi justement, dans ta vie de tous les jours, c'est quoi les petits usages que tu nous présentes ça de manière sympa, les petits usages qui ont le plus changé ton quotidien peut-être, Ouais. et qui pourraient servir du coup à tous les auditeurs, pas seulement ceux qui investissent en immobilier. Bien sûr. Moi, dans mon quotidien d'entrepreneur, alors entrepreneur, je dirais que pour le coup, c'est pas ceux qui sont le plus touchés dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que moi, je fais beaucoup de tâches très différentes d'un jour sur l'autre, d'une semaine à l'autre. Quelqu'un qui est collaborateur dans une entreprise, dès qu'il y a des tâches répétitives, là pour le coup, l'IA est très forte. Mais bon, j'en ai quand même plein. Ma prise de notes en réunion, tu vois, quand je prends des notes, je m'embête plus à faire un résumé derrière. Je donne mes notes en vrac à ChatGPT. Je dis, tu me fais un résumé, tu prépares un mail. Tu prépares un mail pour Arthur, tu le vois et tu lui fais le résumé des notes. Ça marche super bien. Mon prise de résumé de réunion, en physique aussi. Ça tout le temps. Je sors de ma réunion physique, je prends GPT en version téléphone, je lui parle, je lui dis voilà pendant 2 minutes tout ce qui s'est passé pendant la réunion, pendant l'entretien ou que sais-je. Et je lui dis aussi tu m'en fais un résumé mail que tu envoies à monsieur machin, que tu prépares pour envoyer à monsieur machin, que tu le vois, etc. Ça trop bien, ça marche trop bien. Mais j'ai mon résumé 2 minutes après dans ma poche, facile. J'utilise beaucoup, on fait pas mal de recrutement, donc tu vois, dans la recherche de CV, dans l'analyse de fichiers Excel. Je lui envoie un fichier Excel et je lui dis tu peux me faire 3 graphes sur les infos les plus importantes, les datas les plus importantes. Ça, c'est top. Qu'est-ce que je peux te dire en plus dans mon quotidien ? Principalement ça, aujourd'hui, sur les mails, si tu as un mail,
je reçois un mail et je sens qu'il faut que je fasse 7-8 points pour lui répondre, ça m'embête, je le fais pas. Je le fais faire à ChatGPT. Ok. Ça, c'est clair. Tu vois, la personne m'a posé 5 questions. Bon, bah, j'envoie à GPT, je lui dis voilà ce que tu dois lui répondre en 2 lignes. Et au moins, j'ai pas besoin de structurer. Ce que j'aime bien dire souvent aux gens, il y en a qui te disent oui, mais GPT, des fois, c'est plus rapide d'écrire un mail. Oui, c'est vrai, il faut pas tout le temps passer par GPT. Mais ce qui est pénible pour le cerveau humain, c'est de mettre en forme nos idées, nos pensées. Tu vois, moi, c'est ça qui m'embête. Un mail, la réponse au mail, si je pouvais le donner en vocal, en fait, tu vois, je le ferai en vocal en 1 seconde et j'enverrai le mail. Sauf que ce qu'ils veulent, les gens, c'est que tu leur fasses un mail structuré. Et moi, comment je passe de ma pensée déstructurée à un mail structuré? Bah, soit je prends du temps et ça fatigue un peu de le faire à la main, soit GPT le fait très bien. Et donc, je dis voilà les 5, copier-coller les 10 questions que m'a envoyé la personne ou le mail de la personne. Je dis, bah là, tu lui dis que c'est OK pour moi, que je répondrai le 27. Oui pour sa 3e réponse, mais tu fais quelque chose de structuré et de propre. Et là, il te fait le mail en 1 seconde et tu lui envoies. Donc ça, sur la réponse au mail, marche bien. Lecture de PDF. Lecture de PDF, Ouais. quel que soit le PDF, va me chercher l'info là-dedans, analyse-moi ça. Là, pour le coup, je peux t'en donner des exemples. Et c'est là, pour le coup, où entrepreneur, en fait, comme tu fais tout le temps des tâches différentes, je peux autant lire un PDF qui est un CV, je dis, est-ce que tu trouves ce CV pertinent? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Que lui envoyer un PLU parce que je vais on en parle en immobilier, mais je vais voir un client, on a un sujet sur un PLU, bah, je lui donne le PLU et je lui pose une question. Là, Et on sait, pour ceux qui ont déjà c'est une horreur. parcouru un PLU, c'est une horreur. C'est une horreur. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de petites tâches déstructurées. Ok. Et je pense d'ailleurs que peut-être qu'on en arrivera là-dessus avec GPT. C'est que ce qu'il faut, c'est pas imaginer GPT comme partie prenante d'un grand process ou de dire voilà, je reçois le mail, ça écrit tout seul, ça répond tout seul, ça envoie tout seul. Je pense que c'est plein de petites tâches déstructurées. Et pour ça, il y a un gros besoin de formation parce qu'il faut comprendre ce que sait faire GPT, ce qu'il ne sait pas faire. Moi, aujourd'hui, je l'utilise énormément. Pour autant, tu me demandes de quelques tâches précises, c'est pas si facile parce que je vais te dire, j'utilise quasiment dans toutes mes petites problématiques. Et quelles qu'elles soient. On était au salon Rent, un truc tout bête, mais on était au salon Rent. Je me suis dit, attends, en amont, je vais contacter tous les gens du salon Rent. Comment je trouve la liste des participants? Manque de peau, ils n'ont pas fait une liste claire sur le site. Par contre, ils ont fait une belle map avec les logos de tout le monde. Bon, bah là, tu peux te dire, je le fais à la mano. Et je commence à la mano. Puis je me suis dit, en fait, mince, je suis bête. GPT, je lui fais une capture d'écran. Je l'ai envoyé. Je lui ai dit, tu me fais un fichier Excel avec toutes les boîtes. En 1 seconde, il me l'a fait, tu vois. Et c'était quali. C'est super quali. C'était super quali. J'avais tout le monde. Et tu vois, ça, c'est pas une tâche où je te dirais, c'est récurrent, c'est machin. J'y aurais Non. jamais pensé, tu vois. Voilà. Et moi, j'ai eu le réflexe, en fait, de me dire, OK, je vais le faire avec lui. J'ai gagné 1 heure. Hier, je voulais recruter quelqu'un. On est en train de recruter chez Mysteria. Je me dis, je vais aller voir dans mes contacts LinkedIn. J'ai bien le poste en tête. Je vais voir mes contacts LinkedIn. Manque de pause, c'est ce navigateur, c'est naze. J'arrive pas, ça marche pas. C'est chiant, c'est pénible. Je comprends pas non plus. Voilà, donc c'est une grosse galère. Donc j'ai extrait en CSV, en fichier Excel, tous mes contacts LinkedIn. J'ai dit à ChatGPT, voilà mes contacts LinkedIn, voilà le poste que je recherche. Tu me classes les 20 personnes les plus susceptibles de postuler et qui seront le plus adaptées à mon offre. Et tu me prépares un message d'intro pour tous. Comment il avait l'info sur ces personnes-là? Il va chercher... Dans mon fichier Excel, j'avais les 15 000 personnes, j'ai 15 000 Ouais. contacts où il y avait nom, prénom, ancienne boîte actuelle, ancienne boîte, qu'est-ce qu'il y a comme la description du profil, après toutes les infos de chaque profil. Mais en 5 secondes, il m'a fait une analyse et il m'a envoyé les 20 meilleurs profils avec le message type de pourquoi je vous contacte. C'est pareil, c'est un petit truc, mais c'est 2 heures de gagner. Et comme ça, en fait, quand tu creuses ta journée de travail, t'en trouves tout le temps, ou en tout cas, quand tu connais les mécanismes de GPT, tu arrives à avoir le réflexe direct de dire, OK, j'ai cette tâche à faire, elle est pénible, elle est chiante, je peux l'automatiser, je peux la rendre plus efficace, GPT, direct, tac. Donc, c'est comme ça, moi, que je fais plutôt. Trop bien. C'est vrai que quand on voit des formations sur l'IA, je pense que c'est naturellement putaclic pour qu'on y aille, mais c'est comment créer un business à 100 000 euros par an avec ChatGPT. Tu as l'impression que c'est en automatique, que tu vas appuyer sur un bouton et que c'est parti. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des petites vidéos quand même bien buzzées sur ChatGPT m'a fait gagner 10 000 euros et Ouais. avec une seule requête. A priori, là, on est dans du fantasme. Ouais, c'est complet. du fantasme. Bah oui, après, t'as des gens très malins qui vont, tu vois, moi, j'aime bien dire les freelances, par exemple. Ouais. Les freelances, oui, c'est sûr que s'ils utilisent bien l'IA, ils vont Ça, pouvoir avoir c'est sûr. beaucoup plus de clients. Tu as un ghostwriter, il va pouvoir beaucoup plus de clients parce qu'il va faire écrire à GPT, etc. Les designers de logos, j'ai vu un gars qui était passé à 500K par an en design de logo. C'est monstrueux et ça existe. J'ai vu une fille là récemment dans un événement à Marseille, un événement de la Tribune. J'étais speaker en IA. Et la fille, elle m'a montré, elle a fait de la création graphique. Elle bosse avec Audemars Piguet, etc. Donc que des très grosses marques. Elle m'a montré ses photos. Ouais, elle le dit qu'elle fait que de l'IA, elle le cache pas. Mais elle m'a montré ce qu'elle faisait en IA. Mais t'as l'impression que c'est une journée de shooting
avec des mannequins magnifiques, femmes comme hommes. Enfin, c'était bluffant. Et je lui ai dit, mais attends, tu mets combien de temps à faire une image comme ça? Elle m'a dit 1h30. Donc c'est quand même, tu vois, elle fait pas un prompt, hein. Elle met 1h30, 2 heures à travailler sur une belle photo. Elle m'a dit, je l'ai avant par rapport à. Il m'aurait fallu une journée et demie de tournage. Ouais. Donc je vais lui faire, dans la journée, je vais peut-être faire 10 photos, mais 10 photos différentes, machin, c'est 2-3 jours de tournage sinon. Et il faut trouver le loco, il faut le machin. C'est fou. Elle a un abonnement à mi-journée à 20 € par mois. Et donc, tu vois, elle, typiquement, je sais pas comment elle lance ses prestats. Genre, elle m'a pas dit, mais je pense qu'elle a un boulevard devant elle. Et elle bosse avec Audemars Piguet. Donc, la preuve est toute faite. C'est que Audemars Piguet est content de ce qu'elle fait. C'est très clair, c'est très propre, très quali. Donc, là-dessus, il y a quand même des petits métiers à aller chercher. Par contre, dire que tout le monde peut gagner, non, ça c'est assez bullshit. Et ouais, c'est quand même pas ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui réussiront très bien, mais est-ce qu'il y en a plus qu'il y en a eu avec la première vague digitale? Je suis pas sûr, hein. Le gâteau, il reste le même, hein. Il y a pas plus de boîtes qui ont besoin de visuel, il n'y a pas beaucoup plus de boîtes qui ont besoin de ghostwriter, c'est assez équivalent. Il faut juste être très bon sur l'IA pour passer devant les autres. Mais ouais, non, il y a des belles opportunités. C'est la création de logos, les graphistes, c'est massif, hein. Des boîtes, je regarde une boîte qui fait des dessins, des mangas. Bah, il me dit, vu la quantité de mangas qu'on sort annuellement, on doit avoir besoin de 20 graphistes, on en a 3. Ouais. Parce que le reste, c'est lié. Donc là, il y a des vrais sujets, quoi. Mais ouais, non, franchement, dans le quotidien, hyper utile, et en ayant en tête que c'est la moins bonne version historique de ChatGPT. C'est la première. Donc, quid de dans 5 ans, on verra. Mais ouais, c'est des perspectives incroyables. Quand tu commences à mettre le nez dedans, ce matin, je me lève à 7h30 du matin, je prends mon petit-déj. Normalement, je fais rien, je lis un peu les news. Là, j'ai eu un truc en tête, je dis, allez, je vais sur ChatGPT, et pendant le petit-déj, tu ouvres ton ordi, tu fais du ChatGPT, c'est trop fascinant. T'es plus tout seul. T'es plus tout seul. Non, mais c'était fascinant. Je me suis dit, tiens, je veux tester tel cas d'usage, tu vois. Ouais. J'avais vu un plan, bon, pas en immobilier, mais je voyais un plan, je me suis dit, à quel point il est bon sur lecture de plan, faire des recos, je vais le tester. Tu t'amuses, quoi. Le truc, il dit des trucs incroyables, tu le pousses dans ses retranchements, pourquoi tu m'as dit ci, pourquoi tu m'as pas dit ça. Donc, en plus d'être très utile, c'est passionnant et un vrai outil gadget, mais dans outil gadget, il y a aussi outil, donc c'est très utile. T'as en face de toi les auditeurs de Ça fait un bail, à peu près 40-50 000 personnes. C'est un joli petit stade de France. Ouais, il y a la moitié qui sont investisseurs immobiliers, l'autre moitié qui sont des pros de l'IMO, qui se forment ou qui cherchent à se lancer, etc. Mais voilà, principalement, on est sur des gens qui veulent faire de l'invest locatif, que ce soit de l'invest classique, plan-plan, ou de l'invest un peu plus business. J'aimerais qu'on voit un peu étape par étape comment on va faire pour transformer la manière dont on travaille en IMO. Je me suis identifié 7 étapes quand tu t'investis. Définir la stratégie, analyser le marché et faire ton sourcing de biens, financement, négociation, plan de rénovation, travaux, mise en location, gestion et éventuellement vente, stratégie d'exit. Ouais. Ça te chauffe, on prend chaque étape et on voit si et comment on peut changer ça avec l'IA. Bien sûr, on va trouver plein de choses. Allez, trop bien. Le premier, c'est définir sa stratégie d'investissement. Est-ce que sur ce point-là, tu aurais des manières de t'appuyer sur l'IA? Là, ChatGPT est très fort là-dessus, je pense, parce que ChatGPT, c'est un vrai outil de brainstorming. Pour que les gens comprennent bien, c'est un outil qui a mangé tout le web, toutes les datas du web, tout ce qu'il peut trouver, donc toutes les stratégies immobilières. Il les a forcément lues dans un article, dans un livre ou dans je ne sais quoi. Donc, il est très, très bon en brainstorming. Deuxièmement, dans ce qu'il n'a pas lu, il est capable de créer. Aujourd'hui, c'est l'outil, c'est la meilleure façon au monde de faire des liens logiques que notre cerveau ne peut pas faire. Je donne tout le temps l'exemple de la personne qui a écrit un livre de 300 pages sur quel serait l'impact sur la civilisation si Rome avait découvert l'électricité. Je vous amuse à faire ce travail-là. Notre cerveau, il n'est pas capable. Il n'arrive pas à faire ces liens logiques, et notamment sur l'investissement immobilier. Demandez à ChatGPT, vous allez voir, quel aurait été l'impact sur l'investissement immobilier si on avait découvert l'électricité 3000 ans plus tôt. Ça, lui, il va te sortir quelque chose. C'est de la créativité. Il va inventer, évidemment, par définition, mais il est super créatif. Donc, sur une stratégie d'investissement, si tu comprends bien cette capacité de ChatGPT, tu peux le pousser à fond. Nous, on le fait dans des fonds d'investissement immobilier, où quand ils brainstorment ensemble, ils ont un portefeuille qui arrive. Voilà, il y a 300 logistiques, on étudie le rachat de 300 logistiques, où ChatGPT sache qu'on en a déjà 5 en portefeuille, c'est pour des transporteurs. En plus, en portefeuille, sache qu'on a aussi 3 immeubles de bureaux à Paris, peut-être tu pourras faire un lien, j'en sais rien. Donne plein d'infos comme ça, et là, ils lui disent, aide-nous à trouver des stratégies d'investissement. Propose-nous 20 stratégies d'investissement. Et là, il va vous proposer 20 stratégies d'investissement. Vous allez en mettre 15 ou 18 à la poubelle, c'est le cas. Mais il y en a 2 qui vont vous aider, ou 5. Et vous allez dire, attends, on va creuser. Qui peuvent valoir beaucoup d'argent. Et qui peuvent valoir beaucoup d'argent. Attends, on va creuser. Ok, on va creuser, super intéressant. Ah tiens, mais attends, cette
cette stratégie-là, donne-moi plus de détails. Donne-moi une to-do de si je veux faire cette stratégie, à quoi il faut bien que je pense, par quelle étape il faut que je passe, vers quel expert je pourrais me tourner pour m'aider. Enfin, à l'infini, quoi. Pour ça, ta stratégie, tu peux l'aider, tu peux lui demander. Donc à la fois sur une stratégie bien précise, puis je veux faire du LMNP ou je veux faire, tu en parlais tout à l'heure, je veux acheter un château, je veux en faire un lieu de séminaire. Donne-moi une checklist de tout ce à quoi je peux penser, de comment je peux le marketer, de comment je peux mener à bien mon projet. Et sur un truc existant, il peut t'aider et tu peux lui parler pendant 5 heures et il n'est jamais fatigué. Donc il a des idées pendant 5 heures. Donc là, sur quelque chose d'existant, il peut t'aider et surtout, il peut t'aider à trouver des idées que toi, tu n'as pas. C'est te dire, voilà, justement, j'ai cet appartement. Ok, je peux en faire du bureau. Ok, je peux le transformer en centre de conférence. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, selon toi? Sachant que tu es à Toulouse, sachant que tu es dans telle ville, que le marché est comme ci, comme ça. Tu peux le guider. Mais vraiment, dans l'aide à la décision, moi, en brainstorming, je l'utilise tout le temps, tout le temps. C'est intéressant, oui. J'ai mon cousin qui a acheté un entrepôt garage dans le 77, justement, et dans le garage en rez-de-chaussée. Et en haut, il a tout un plateau inutilisé. Il me demandait comment il pouvait potentiellement le louer. Et franchement, j'avais un peu de mal à trouver. C'était un peu dans une zone industrielle. C'est pas l'endroit le plus accessible, etc. Et ChatGPT, il a été hyper pertinent sur le truc. Ouais. Et tu vois, je lui ai parlé bah écoute, après 17h, il n'y a plus de lumière naturelle. On peut garer que 3 voitures devant, donc il faut maximum 3 personnes. Donc tu vois, tu peux pas faire un bureau de 10 personnes. Et je lui ai donné tous les éléments. Il m'a sorti des trucs genre studio de photos ou studio pour les créateurs de contenu avec des fonds verts, avec des machins. Ce genre de choses où tu peux louer 100 ou 200 balles de l'heure. Ouais. Et lui, il y pense. Et lui, il y pense, ouais. Et puis, il peut t'en donner. Et si tu demandes 500 idées, il va te donner 500 idées. C'est là où... Surtout, moi, ce que j'aime bien en plus dans cet exemple d'investisseur immobilier, c'est que souvent, vous ne faites pas l'investissement immobilier, c'est pas votre travail principal. Vous faites ça en side business et c'est très bien. Et donc, vous avez, entre guillemets, un peu de temps à le faire. Tu vois, dans la journée d'un collaborateur, moi, j'ai plus de mal à lui dire « essaye l'outil, amuse-toi avec ». Là, quand vous êtes investisseur immobilier, moi, si j'étais investisseur immobilier, mais je m'amuserais tellement avec l'outil, je le pousserais dans tous ses retranchements. Parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'il ne pourra pas faire. Mais là, j'imagine que vous bossez un peu dessus les week-ends et les soirs. Bah, prenez 1h30 par jour, ou 1 heure par jour, ou une demi-heure par jour même, pour vous dire, ok, bah, je vais voir si sur tel pan de mon activité, si sur telle étape de mon investissement, il peut m'aider. Et creusez, amusez-vous avec. Et je suis prêt à parier tout ce que j'ai, que vous allez trouver des choses super utiles. Vous allez en jeter beaucoup à la poubelle, mais vous allez trouver des choses super utiles. Il est jamais fatigué, vous pouvez lui parler autant que vous voulez, donc en fait c'est illimité, quoi. Donc, c'est mieux qu'un stagiaire ou qu'un associé, en fait. Ah oui, c'est un super stagiaire et un super associé qui a beaucoup plus d'idées, bon, qui a beaucoup de choses en moins aussi, mais qui a beaucoup plus d'idées et qui a beaucoup moins de fatigue. Donc ouais, sur la stratégie immobilière, voilà, nous expliquer ce que vous avez déjà fait, dans quelle ville vous êtes, les caractéristiques de votre bien, l'argent que vous voulez y mettre, etc. Et il va vous donner des idées, plein d'idées. Donc creusez avec lui et je pense que ça marche bien. Donc, la deuxième étape, c'est de trouver sa pépite, le sourcing du bien, etc. Est-ce que tu as des cas d'usage, des choses qui pourraient, qui pourraient être facilitées par l'IA? Ouais, sourcer un bien, c'est pas ce qui est le plus évident, je pense. Bon, de toute façon, on a des portails qui sont tellement puissants aujourd'hui que voilà. Vous pouvez lui donner 10 annonces, par exemple. Une fois que vous avez trouvé vos 10-15 annonces, annonces, vous pouvez l'aider pour faire du screening. C'est lui dire, voilà mon projet immobilier, voilà les 20 annonces que je te donne, lesquelles tu penses, exactement comme mon CV de tout à l'heure, c'est lesquelles tu penses les plus pertinentes et classe-les par ordre et dis-moi pourquoi l'une est plus pertinente que l'autre. Donc voilà, dans tout, vous pouvez lui donner un pool d'annonces. Il vous aidera pas tellement sur la recherche d'annonces directement. Ou alors, enfin si, il peut même vous aider en amont. En fait, quand on réfléchit, on trouve toujours des trucs. Mais typiquement, vous vous dites, voilà ma stratégie d'investissement. Vous pouvez lui demander quel bien je dois chercher sur ce loger, par exemple. Voilà les critères que je peux rentrer sur ce loger. Pour répondre à ma stratégie d'investissement, selon toi, GPT, donne-moi 10 exemples de critères que je dois rentrer sur ce loger, ou ce bien ici, ou je ne sais quoi. Donc ouais, il peut vous aider même là-dessus. Il peut vous dire, attends, ok, tu veux faire un studio de podcast, cherche plutôt en métropole, cherche des appartements et pas des maisons, cherche une petite surface, cherche une surface qui résonne pas, donc peut-être qui est en rez-de-chaussée, n'importe quoi, ou qui n'est pas dans un grand hall. Donc là, il va vous aider. Là, il va vous aider à vous dire, voilà comment tu cherches le bien. Après, vous allez peut-être taper sur ce loger et trouver 50 biens qui correspondent. Et là, vous allez lui donner les 50 annonces et lui dire, parmi ces 50, lesquelles correspondent le mieux, pourquoi, quels sont les red flags de chaque annonce. Donc ouais, en fait, il va vous aider aussi à définir ce que vous recherchez et à trier parmi ce que vous avez trouvé. Ok, tu lui donnes dans un Excel, si on rentre un peu dans le détail concret,
Comment t'interagis avec lui sur des listes qui sont un peu longues, etc. Ouais, tu peux déjà le donner en texte, hein, il comprend bien, mais sinon en Excel, il est très bon en Excel aujourd'hui, tu peux le donner. Alors, si tu mets un lien dans un Excel, il est encore un peu... Il va pas trop chercher. Non, si tu mets plusieurs liens Internet dans un fichier Excel, il n'est pas très bon. Ok. En revanche, si tu le sors, je pense qu'on peut sortir aujourd'hui facilement en fichier Excel des annonces se loger, ou même j'allais plus loin, tu vois, ChatGPT, il lit très bien les captures d'écran. Ok. J'ai fait l'exemple ce matin avec une annonce se loger. Tu lui mets une capture d'écran tu lui mets 10 captures d'écran de 10 annonces se loger et tu lui dis crée-moi un fichier Excel où tu me rentres ligne par ligne les infos des biens, il te le fait direct. Et ça, c'est très fort. Donc tu vois, tu pourrais passer par cette... on parlait tout à l'heure des réflexes IA, bah ça c'est un vrai réflexe IA. C'est qu'en fait, GPT, il n'a quasiment pas de limite. Il faut juste bien connaître ses capacités. Moi, je sais qu'il ne sait pas lire un lien sur un fichier Excel, mais quand tu pousses, tu te dis en fait, j'ai pas besoin qu'il lise le lien. J'ai besoin que les informations de chaque annonce soit traité par GPT. Bah donc donne-lui les screenshots, tu lui fais un fichier Excel, et après tu prends le fichier Excel, tu le redonnes à GPT, tu lui dis fais-moi un graphique qui montre pour chaque bien la renta que je peux espérer, ou tu peux t'amuser. Ok, trop cool. Mais ouais, définition de la stratégie et aide au screening d'annonces, ça marche bien. Et que ce soit via fichier Excel, via texte ou via capture d'écran, vraiment penser à ça marche trop bien la capture d'écran. Il est très fort. C'est une manière de... C'est d'ailleurs assez étrange, tu vois, ce matin je lui donnais le lien de mon annonce, il n'arrivait pas à la lire. Je pense que Se Loger a bloqué un petit peu. Il a un peu de mal avec les liens, en effet, je trouve. Ouais, il est pas très bon pour l'instant, ça c'est sûr, avec les liens. Ça va s'améliorer. Mais surtout, je crois que Se Loger a un peu bloqué, parce que sur d'autres sites, il est bon. Là, il n'arrivait pas à me lire une annonce Se Loger. Bah, il n'arrivait pas, sauf que le screenshot, il sait très bien lire. Donc ça, Se Loger, ils peuvent rien y faire. J'ai fait un screenshot, je lui ai envoyé, je lui ai dit, décris-moi l'annonce. Il m'a tout donné. Il m'a dit, tiens, on en reparlera des annonces après. Mais... Donc il lit très bien, il lit très très bien le screenshot. Sur les tableaux, par exemple, on devait remplir un grand tableau récemment sur un document Word avec toutes les informations sur mon entreprise Mysteria. Et j'ai créé un petit robot qui connaît très bien Mysteria sur GPT. Donc maintenant, c'est lui qui répond à ma place. Et il manque de peau, copier-coller un tableau Word, ça marche pas en fait. Dans un champ texte, tu peux pas, ça fait n'importe quoi. Sauf que tu peux faire un screenshot. Du coup, on a fait un screenshot du tableau. Et on lui a dit, tu me donnes ligne 1, colonne 1, ligne 2, colonne 2, et ainsi de suite. Toutes les réponses que moi, je mettrais derrière dans mon tableau. Il te donne les réponses en texte, tu les copies-colles dans ton tableau. Et tu surmontes. Je vais vraiment utiliser ça. Ouais, ça marche trop bien. Tu dépasses un peu une limite de GPT. Ok. Hyper intéressant de comprendre les limites et pour pouvoir faire... C'est ça finalement, ce qu'on appelle prompt engineering, etc. C'est de faire les bonnes demandes et d'utiliser les bons outils. Exactement, c'est de ne pas s'arrêter quand GPT vous donne une mauvaise réponse ou vous dit qu'il ne sait pas faire ce qu'il y a. Et puis l'outil, il est vraiment en mouvement, il est très récent, très jeune, donc il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire et c'est frustrant. Ne pas lire un lien internet quand tu sais qu'il est capable d'écrire un livre de 500 pages sur l'électricité dans la Rome antique. Bon bah c'est chiant, trop bizarre. Voilà, c'est pénible qu'il n'arrive pas à lire un lien. Bon bah ça va arriver déjà, c'est des choses faciles, ça va arriver, mais en fait tu peux le contrer. Donc oui, c'est ça bien. Le prompt engineering, c'est plutôt faire des bons prompts, mais même tu peux lui poser une question, tu peux lui dire qu'est-ce qu'on a eu récemment. Là tu peux lui demander d'analyser un fichier Excel. Toi tu vas lui dire en une ligne analyse ce fichier Excel, il va te dire non. Et moi si je lui fais le bon prompt, il va me le faire. Donc tu as même en fait en promptant bien, tu lui fais faire l'action. Donc parfois il refuse de la faire. Comme un gosse, comme un stagiaire. Mais bon, faut le savoir. Et après, tu finis par dépasser le truc. Mais ouais, faut pas être trop frustré parce que t'es trop vite frustré sinon. Des trucs trop bizarres. Récemment, je lui envoie un fichier Excel, un gros CSV bien moche. Et je voulais montrer, je sais pas, tu sais, les CSV, tu peux les mettre en fichier Excel facilement en retraitant la donnée. Bref, c'est un petit mouvement qui est un peu subtil. Et moi, je fais ça et je voulais quelqu'un à qui j'envoie le fichier CSV me dit comment on fait, j'arrive pas à l'expliquer. Je lui dis attends, demande à GPT, tu lui donnes le fichier CSV, tu lui dis tu m'en fais un fichier Excel propre. Et il n'y arrive pas. Et donc moi, j'essaye sur l'ordi, j'y arrive pas non plus. Je dis c'est bizarre, normalement il sait faire. Je le fais sur téléphone et il me sort le fichier Excel. Je lui mets le même fichier sur téléphone, je lui demande le même prompt, copier-coller et il me le fait, tu vois. Bon bah j'ai perdu 30 secondes, donc c'est pas grave, mais les gens se seraient arrêtés là et auraient dit bon bah il marche pas, c'est de la merde. Et finalement, c'est l'interface mobile ou c'est le fait que tu as essayé une fois de plus ou On sait pas, je sais même pas. C'est des petits bugs, c'est que l'outil est récent, voilà, c'est des petits bugs. Mais je me suis dit, il lit des CSV, il sait faire des fichiers Excel, il sait transformer de l'indata. Donc je vais essayer. Et par téléphone, il me l'a fait direct. Je me suis remis sur mon ordi, j'ai récupéré le fichier, c'était fini, tu vois. Mais j'en profite pour parler un peu d'interface. Justement, tu l'utilises sur ordi, sur téléphone. C'est quoi un peu ta manière de... Est-ce que tu l'utilises aussi en version audio pour tu lui parles et... Alors ça, non pas encore. J'utilise 95% en ordinateur. D'accord. 90%. Et téléphone, c'est principalement de la note vocale. Je parle en note vocale. C'est vrai que quand je veux faire un long prompt, je prends le téléphone.
Voilà, je lui dis, tu es un expert immobilier, tu vas me montrer comment faire ci, ça. Sache que je suis dans telle situation. Sache que le format de ce que je veux que tu donnes, c'est pénible à écrire. Et c'est important de bien faire des prompts bien ordonnés comme ça. Donc quand j'ai pas envie de l'écrire, hop, je prends le voice et je lui parle. Résumé de réunion tout le temps, je fais avec téléphone et je lui parle. Parce que vous pouvez pas faire le voice encore sur la reconnaissance vocale, il l'a pas sur ordi. C'est pas pourquoi non plus, ça va arriver, mais il l'a pas. Donc, moi, j'utilise que sur ordi. Du coup, c'est une app que tu télécharges. C'est l'app ChatGPT officielle. Et tu peux mettre du voice directement comme. Tu peux mettre voice directement, okay. Ça marche super bien. Donc voilà, moi je lui parle beaucoup. Sinon, d'ailleurs, j'utilise que comme ça sur téléphone. J'écris pas à GPT-2 aussi si vraiment je suis à rendez-vous, tu vois. Mais 95% c'est quand même ordinateur. Et j'utilise pas trop la voix dans le sens où lui qui me parle. Et je vois qu'il y en a qui le font. D'accord. Tu peux t'entraîner. Bah si, j'ai une amie qui passe ses entretiens en cabinet de conseil. Elle s'entraîne avec GPT. Elle lui a donné un petit prompt, un grand prompt. Elle lui a expliqué que c'était un expert en recrutement, qui travaillait au BCG, qu'il allait le pousser dans ses retranchements, etc. Et là, elle s'entraîne avec la voix. Elle parle avec GPT. C'est fou. Donc pareil, il y a la moitié à enlever qui sont nuls, mais elle me dit il y a des questions, tu n'y pensais pas du tout, quoi. Et en fait, tu peux les avoir en entretien, donc ça te prépare, quoi. Ça te choque un peu, ça te fait réfléchir. Et les agents immobiliers, on parlera aussi, mais nous, pour les négociations, je leur dis faites ça. J'allais te le dire, sur la négo, tu peux t'entraîner à négo. Non, mais complètement. Tu lui dis voilà la maison que j'ai, voilà la problématique, je veux la vendre, le prix c'est 500 000, mais là, le couple ils veulent la vendre de 800 000. Bon, bah, il va falloir que je négocie pour avoir le mandat, comment je fais, etc. Fais-moi une simulation où on se parle pendant 20 minutes de tout ça. Pareil, vous allez avoir des choses bizarres, parce qu'il dit des choses bizarres des fois, mais vous allez pour sûr avoir des questions hyper pertinentes. Et vous pouvez vous entraîner avec lui, prenez une demi-heure, pas besoin de... Mais bon, une demi-heure pour choper la bonne question et la bonne réponse pour prendre un mandat à 800 000 euros, à 500 000 euros, ben voilà, faut le faire. Donc, ça marche bien pour les négociations. Trop bien. On va parler de la négo, on y arrive. Là, on est sur l'étape d'après qui est plutôt peut-être le... Bah non, finalement, ça peut être la négo, maintenant qu'on a trouvé le bien. Donc, négo, on s'est dit, tu peux t'entraîner avec ChatGPT. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Principalement ça, s'entraîner avec une voix fictive, oui. Après, lui demander aussi, tiens, voilà la personne à qui je vais acheter le bien ou dont je vais prendre le mandat si on est dans une vente immobilière. Selon toi, quelle est sa personnalité? Enfin, voilà comment il est. Je vous le dis, je me suis rendu compte qu'il est proche de son bien, qu'il est assez affectif, qu'il est machin. Donne-moi les points de vigilance pendant l'entretien. Là, typiquement, il va vous dire, fais très attention s'il est très attaché à son bien, même si tu le penses pas, dis que des choses positives. Ah bah oui, mais s'il est chef d'entreprise, fais attention, passe pas trop de temps sur des détails parce qu'il a pas le temps en fait, donc il s'en fout. Donc il y a plein de petites choses comme ça auxquelles tu penses pas. Tu peux dire à GPT, donne-moi toutes les infos auxquelles je dois vraiment penser en entretien. Ça t'aide dans la négociation. Sinon, je sais pas, pareil, arriver avec des graphiques, arriver avec des choses que tu faisais pas avant en fait, parce que c'était trop long, des images, des graphiques, mais là que tu peux faire en 2 secondes grâce à GPT. Genre des prix dans le quartier ou dans la... Ouais, voilà, tu vois, tu peux aller sur la base DVF où tu as tous les prix des ventes précédentes et tu peux sortir un graphe. C'est vrai que nous, on n'y pense pas trop pour les agents immobiliers à ça parce qu'eux, ils ont des outils très puissants qui le font. Mais pour un individuel, prenez la base DVF qui recense toutes les transactions passées en France et officialisées par notaire. Et en fait, vous pouvez sortir des fichiers Excel avec toutes les ventes. Et là, amusez-vous avec GPT. Dites-lui c'est quoi, moi je veux acheter un appartement 8 rue de Courcelles. Donne-moi les 20 ventes qui ont été les 20 ventes passées dans la même rue sur des appartements entre 50 et 100 mètres carrés dans les 3 derniers mois. Il va vous donner les détails, vous faire un graphe. Donc ça marche bien. Et c'est vrai que ça, on y pense moins. Souvent, ils utilisent des Priceable et compagnie, les agents immobiliers. Mais quand tu es individuel, tu prends pas un abonnement Priceable. Donc là, plusieurs centaines d'euros par mois. Ouais, c'est assez cher. Donc là, tu peux utiliser GPT pour faire vraiment du traitement de data de DVF. Ça marche super bien. Et avoir des comparables de transactions, des comparables d'annonces. Et tu peux l'envoyer négocier auprès de ton banquier aussi? Non, je conseille pas de l'envoyer tout seul. D'ailleurs, ça, c'est un bon point de vigilance. Je vous conseille de le laisser faire très, très, très peu de choses tout seul, voire rien. Ouais. C'est dangereux. Hein. Il hallucine. C'est un modèle qui, par construction, hallucine. Il dit des bêtises, des fois, de manière totalement consciente et totalement assumée. Et il me rend fou parfois. Ouais, des fois, il est un peu fou. Donc, faut tout vérifier. Mais donc, non, le laissez pas négocier. Mais pareil, il peut vous aider dans la négociation de votre prêt immobilier. Dossier bancaire, ouais. Alors faites attention à l'information confidentielle que vous mettez dedans. Voilà, allez pas vous mettre vos fiches de salaire, etc. C'est quand même pas très... C'est pas 100% safe, mais... Ah oui, tu dirais que...
Ça peut se retrouver où? Vous pouvez aujourd'hui l'utiliser en cliquant sur un bouton qui empêche le modèle de s'entraîner avec vos données. D'accord. Donc ça, vous pouvez cliquer dessus et je refuse que GPT entraîne ces modèles avec mes données. D'accord. Donc ça, première chose, mettez-le et il n'entraînera pas vos données. Ça supprime l'historique, ce qui est chiant. Mais il y a une petite ligne qui dit que quand vous envoyez un mail à GPT pour lui dire « je veux pas entraîner avec mes données, mais je veux mon historique », ils vous le font direct. D'accord. Et en fait, voilà, ça marche bien. Mais en fait, vos data vont, quoi qu'il arrive, dans les serveurs américains. Après, voilà, moi, je suis pas un grand fan de la sécurité de la data. Je pense qu'on en fait des tonnes pour rien. Et à un moment donné, vous faut peut-être plus gagner 20% de productivité plutôt que se prendre trop le chou avec oui, mais quid de s'il y a une boîte aux États-Unis qui connaît mon adresse. Bon, en fait, vous avez déjà mis sur Instagram une photo de vous chez vous. Donc, voilà, votre adresse, elle est connue et les photos, elle est connue. Donc, faut pas trop se prendre la tête, faire attention. Moi, je l'ai du temps. Vigilance, faites attention à ce que vous mettez. Sachez que ça part sur les serveurs américains et que si vous ne le demandez pas à GPT, ça entraînera ses prochains modèles. Moi, il y a plein de choses que je lui mets, je m'en moque que ça entraîne ses modèles. Donc voilà, faut le savoir. Mais oui, sur les dossiers bancaires, c'est le truc un peu plus tricky. Pareil, s'entraîner à la négociation, faire des simulations. Tu fais des bons slides ou pas? Pas encore, pas très très bon. Non, pas très très bon en slide, mais ça va arriver très vite. C'est un gros chantier chez eux. Ouais. Ça doit pas être. Enfin, tu vois, c'est pas le truc que je vois comme compliqué, tu vois. Non, c'est clair. Il y a Microsoft Copilot là, qui va sortir, qui est l'IA intégrée à toute la suite Office. Ça sera directement sur Excel, directement sur PowerPoint, sur Word, sur Outlook. Donc là, vous aurez nativement accès à tout ça. Mais non, pour l'instant, pas très bon en PowerPoint. Mais pareil, je pense que ça va arriver. Il peut en créer. Vous faites on lui a envoyé un fichier de 10 000 lignes récemment. On lui a dit fais-moi 20 graphes et mets-les sur un PowerPoint. Il vous crée un PowerPoint avec les 20 graphes. Fait. Ok. Voilà. C'est pas ouf, mais il vous le fait. Ok. Ouais. Bon, bah on est bon. En effet, pas sur le financement qui va le plus aider. Non. Sur l'achat, peut-être, si on a un peu, il peut te relire ton acte de vente, ton compromis. Il est comment sur la partie juridique? Il est très bon. Ouais. Il est très bon. Vous pouvez lui donner un compromis, lui dire dis-moi les clauses que je peux rajouter, dis-moi les clauses qui peuvent être potentiellement dangereuses, regarde qu'il n'y ait pas de faute, regarde qu'il n'y ait pas une incohérence. Là, il est très bon et je vois beaucoup d'agents immobiliers le faire. Ok. Donc ça, vous pouvez totalement faire un peu ce que vous voulez, puis rechercher de l'info. Tiens, vous avez le compromis, il est très long pour je ne sais quelle raison, ou vous avez des annexes un peu chiantes. Là, vous lui donnez le PDF et vous lui dites va me chercher telle info. Ou rappelle-moi, je veux écrire un mail à Martin pour lui dire... pour lui rappeler telle info qu'il y a dans l'annexe du compromis, va chercher l'info et prépare un mail, et il vous le fait, quoi. Là, c'est toujours pareil, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous pouvez vous dire, oui, mais ça me prend 1 minute 30 de faire le prompt, alors que ça me prend plutôt 5 minutes de faire le total. Oui, c'est vrai, mais ça vous fatigue moins, parce qu'il va tout vous préparer, vous aurez juste à envoyer. Pendant qu'il écrit le mail, vous allez faire autre chose, vous allez répondre à 3 messages sur le téléphone. Ça paraît tout bête, mais en fait... sinon vous l'auriez fait en 2 temps différents parce que votre temps de cerveau il était sur l'écriture du mail et pas ailleurs, donc tout ça mis bout à bout, ça gagne du temps. Dès que vous n'avez pas à réfléchir pour structurer votre pensée, typiquement je prends l'info d'un PDF compromis de vente et je le mets dans un mail, je structure mon mail, quand vous pouvez squeezer ça, vous gagnez du temps, vous pouvez faire autre chose entre temps. Tout à l'heure sur mon PLU, il m'a mis 1 minute 30 à lire mon PLU et à me faire une bonne analyse. Certes, il a mis 1 minute 32 minutes, mais je lui avais écrit en 20 secondes 3 lignes. Je lui ai mis un PLU de 450 pages. Il a mis 2 minutes à faire toute mon analyse et il m'a fait le mail. Et pendant ce temps, je suis sur mon téléphone, j'ai répondu à 3 mails très vite, tu vois. Et je me retrouve avec un truc qui m'a pris 0 temps, 0 énergie. J'ai fait 2 tâches à la fois. Et c'est plutôt qualitatif, peut-être pas mieux que ce que j'aurais fait. Donc, il n'y a pas de sujet, quoi. Ce qui m'angoisse sur l'achat, c'est les règlements de copro qui ont souvent... quand tu achètes dans des vieux immeubles, ils ont 50 ans. C'est un PDF... scanner où tu n'arrives même pas à sélectionner sur un outil classique parce que les lignes elles sont tordues, etc. Ça, il arrive à lire? Faites-le avec GPT, vous allez être bluffé. Hein. On travaille avec un très gros syndic, on audite un très gros syndic. On se reprend tous les règlements de copro. Scanner à la main en 1950, c'est horrible. Enfin, 1950, je ne sais même pas si on peut scanner, je pense pas. Mais plutôt scanner à la main dans les années 2000, horrible. Et on lui dit, pareil, tu me reprends toutes les infos et tu m'en fais tout un texte. Il va avoir quelques petits trous, mais sur le gros du gros, il va être très bon. Ok. Et on dit, tu m'en fais un document Word. Et ça marche. Pour tous ceux qui veulent faire du Airbnb et ils savent pas s'il n'y a pas cette clause qui l'interdit, etc. Et le règlement, il est hyper vieux. Donc il y a des clauses. Comment elle s'appelle cette clause? Clause de bourgeoisie, je crois, un truc comme ça, qui t'empêche de faire du Airbnb.
Et c'est vrai que c'est un truc qui peut te prendre une demi-heure, quoi, aller trouver l'info sur ça. Bah là, vous le dites à GPT, tiens, sors-moi toutes les clauses qui existent en France et qui pourraient m'interdire de faire du Airbnb. Il va vous les sortir. Et là, vous lui donnez un règlement de copro. Et tu dis, est-ce que tu les trouves dans ce règlement de copro? Et il va vous le dire. Ok, En une seconde. Ouais. simple, efficace. Ouais. En 2 étapes, 3 secondes. Là, il va vous le donner. J'adore celui-ci. Et puis, vous pouvez lui dire, moi, par exemple, cet exemple-là où le PLU, moi, ce que je lui dis tout le temps, c'est précise-moi dans quelle page tu as lu le truc. J'irai vérifier. Et il y en a plein qui disent, oui, mais du coup, ça sert à rien. Ben non, ça sert quand même parce qu'il me prépare tout, il m'analyse. Il me demande juste de vérifier. Je vais regarder, juste jeter un œil. Et puis, si je vérifie 3 fois et que c'est bon, la 4e, je vérifierai plus. Mais au début, je lui demande, voilà, donne-moi la page. Voilà, le PLU, je suis en zone XY. Je veux faire un étage de plus sur ma maison. Donne-moi explique-moi, prépare-moi le mail que j'envoie à mon client parce qu'il m'a posé cette question. Et donne-moi à la fin la page pour que j'aille vérifier que tu m'as pas dit n'importe quoi. Ok. Mais en fait, d'ouvrir un PLU, d'aller à la page 273, vérifier une info pour que le mail y parte, ça prend 1 minute. Le process complet hors GPT, sinon il aurait pris 5, 10, 15, 20 minutes. Ouais, 15, 20 minutes. On a acheté, on a tout fait vérifier par ChatGPT. On démarre, on a évidemment choisi notre strat avant. On démarre les travaux. Est-ce que sur la partie travaux, rénovation, il y a des choses qui peuvent être améliorées avec ChatGPT? Ouais, avec de l'IA en tout cas, oui, beaucoup. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui utilisent des outils. Tu lui donnes une photo d'une pièce et tu lui dis fais-moi un style baroque, fais-moi un style moderne, fais-moi un style jungle, j'en sais rien trop quoi. Et j'ai testé un truc qui s'appelait Room GPT, je crois, un truc comme ça. Ouais, moi j'ai Oki. Ok. Comment t'écris? H-O-Q-I. HOQI, ok. Et c'est bluffant, c'est bluffant. Il vous fait exactement votre pièce. Alors si elle est meublée, il vous change les meubles. Si elle est vide, vous pouvez dire tu me la meubles avec ce que tu veux, mais je veux du baroque, je veux que ce soit un Airbnb pour des jeunes, je veux que ce soit un appartement pour des personnes âgées, ce que tu veux. Donc il vous donne plein d'idées là aussi. Il vous permet de faire des visuels, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir un visuel. Quand demain vous allez voir un archive, vous dites bah attendez, waouh, je viens de voir ça sur GPT. Plutôt que tu travailles 3 jours à réfléchir, regarde ce que j'ai fait, prends une demi-journée pour faire des petits ajustements, et hop, on avance. Donc ça vous mâche beaucoup de travail. Là-dessus, très bon, lecture de plan. Je prends l'exemple de tout à l'heure, je vais donner un plan. 80 mètres carrés, un appartement. Je vais donner en PNG en photo. Et je lui dis, voilà, il y a 2 chambres, on est un couple, on a 2 enfants. C'est pas ma situation actuelle, mais imaginez. On est un couple, on a 2 enfants, 1 an et 5 ans. On n'a pas besoin de stockage spécialement, mais on est mal agencé. Comment je peux agencer aide-moi. Et il te donne des idées vraiment fortes. Il te dit, bah, dans la chambre 1, qui va être la chambre des adultes, dans l'angle en haut à gauche, tu peux prendre un lit qui fait telle dimension par telle dimension. Peut-être dans le couloir, mets une table que tu peux trouver chez Ikea ou chez je sais pas qui est une table qui se rabat sur elle-même. Au moins, tu pourras l'ouvrir quand tu auras des invités, mais tu pourras l'enlever. Il te donne des trucs super pertinents. Et si tu lui dis non, mais attention, moi j'imaginais plutôt mettre une salle de sport ici. Ok, je reprends et je recommence et je te redonne. Tu vois, tu dis je veux un Airbnb, tu lui dis je veux en faire un logement pour seniors. Il va dire bah attends, cette pièce elle est grande, il faut en faire une pièce de vie. Attends, cette pièce ça peut être la chambre, mais attention si c'est la chambre parce qu'elle est trop loin de la salle de bain, donc ça marche pas. Parce que la salle de bain, tu vois, il fait des raisonnements très intelligents. Il faut que la salle de bain elle soit dans la chambre des personnes âgées parce qu'il faut pas qu'ils aient trop à marcher, il faut pas qu'ils glissent, plein de choses. Et là-dessus, il est très bon. Tu dirais qu'il aide plus des débutants dans un secteur ou des experts? Typiquement sur ce point-là, c'est les choses que tu me donnes, tu aurais pu y penser. Ça permet de peut-être mieux brainstormer et de pas oublier des éventualités. Ouais. Quand t'es débutant, ça te... tu sais pas ces trucs-là. Ouais, pour les débutants, ça change la vie, ça c'est clair, parce que souvent ils savent pas tout ça, donc ça les aide. Même pour les experts, je pense que ça t'aide parce que ça te gagne du temps. C'est toujours des réflexions que t'as peut-être pas envie de faire. Ou tu te dis, ouais, si t'achètes un appart par an, ok, tu le fais peut-être, tu as peut-être envie de le faire aussi tout seul. Quand tu commences à en faire plus, à étudier plus de projets, tu as plein de plans, tu sais plus où t'en es, bah lui il t'aide, quoi. C'est ça, où tu lui donnes 10 plans d'un coup, tu lui dis pour chaque plan, dis-moi, voilà, ou pareil, j'ai 10 plans, dis-moi lequel est le plus adapté pour faire un logement étudiant, pourquoi et comment je l'aménage. Ouais, bah ça te gagne beaucoup de temps. Même si derrière tu repasses, tu dis attends, dans ce qu'il m'a dit, non, je pense que le canapé, je vais pas le mettre là. Et puis s'il te dit de mettre un canapé lit, il y a une raison pour laquelle il t'a dit canapé lit et pas canapé, tu vois, tout le temps. J'ai pété tout ce qu'il dit, il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. C'est lié à ton prompt. Donc si tu lui as dit que tu avais des étudiants, il va te mettre un canapé lit parce qu'il sait que tu as invité des amis, tu vois. Si tu lui dis je suis une personne âgée, il va pas te mettre un canapé lit. Donc ouais, il peut vraiment vous aider là-dessus, sur visualiser votre projet de rénovation. Même lui dire, bah ouais, vous pouvez lui expliquer votre projet. Tiens, je vais faire un projet de rénovation, voilà ma ville, voilà mes contraintes, voilà mon PLU. Qu'est-ce que je peux faire selon toi? Est-ce que je peux mettre des panneaux solaires? Est-ce que je peux
Est-ce que je peux mettre une bande de recharge électrique devant chez moi? Ça, j'ai plein de trucs. Est-ce que je peux me chauffer avec tel chauffage électrique et pourquoi? Et qu'est-ce que je vais économiser sur une telle surface selon toi en moyenne? C'est infini quand même. Il y a un moment où il était très limité en termes d'actualité. Je crois qu'il s'arrêtait à fin 2021. Je me souviens plus. Ouais. C'est encore le cas aujourd'hui? Parce que je réfléchissais, tu vois, pour aller lui demander éventuellement des primes et subventions sur le chauffage ou ce genre de choses auxquelles tu pourrais avoir le droit. Aujourd'hui, il est branché à avril 2023 sur la version payante. Sur la version gratuite, il est à septembre 21. Mais sur la version payante, il est aussi connecté à Internet. Donc, tu peux lui dire, va me chercher sur Internet les dernières réglementations, les dernières aides, machin. Et en fonction de ce que tu as vu sur Internet, réponds-moi. Tu dois le spécifier comme ça Normalement, non. Normalement, non. Maintenant, depuis 2 semaines, il va chercher tout seul sur Internet quand il n'a pas l'info. D'accord. Mais toujours pas, il est meilleur quand tu le guides. Tu lui dis, va sur Internet, puisque tu sais qu'il n'a pas l'info. Va sur Internet, savoir cette info et fais-moi ci, fais-moi ça. Ouais, il est meilleur. Sinon, il peut se perdre un peu dans ses recherches Internet. Ok, on arrive sur la dernière étape importante qui est mise en location, gestion de tes locataires. Tu me disais que tu avais bossé avec des syndics et tout, donc sur la gestion, il doit y avoir des choses à faire. Ouais, il y en a. Déjà sur l'annonce, c'est révolutionnaire. 3/4 des annonces, tu les vois comme moi, c'est nul, c'est moche, c'est mal écrit, il y a des fautes, c'est pas structuré, enfin, c'est catastrophique les annonces, ce qu'on voit sur Internet. Même les annonces d'agents immobiliers. Ah oui, mais d'ailleurs, je parle plutôt même de web. Je regarde d'ailleurs plutôt ça. Les annonces sont pas bonnes parce que aussi les gens ont pas le temps, tu vois. Faut les comprendre aussi. Ouais, ils ont peut-être pas le temps, ils font d'autres choses. Agent immobilier, c'est pas juste faire des annonces. Donc, je pense que quand l'annonce est mauvaise, une grosse partie du temps, c'est pas parce que l'agent est forcément mauvais, c'est parce qu'il a pas eu le temps. Et comme nous, on fait plein de choses mauvaises par manque de temps, donc cet outil leur permet de gagner du temps là-dessus et de leur faire des annonces super belles, ordonnées. Je donne toujours l'exemple de, alors pour la location passive, sur la location, ça a marché aussi, c'est de dire, tiens, j'ai cet appartement. Voilà les caractéristiques, fais-moi une belle annonce, sachant qu'il est destiné à des jeunes. Et vous allez voir que dans l'annonce, il va vous dire, tu es situé dans tel quartier. C'est sympa d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de petits restaurants avec qui tu pourras aller boire un coup avec tes potes. Il va faire plein de choses comme ça. Et donc, vous allez avoir une super annonce qui ne sera pas du tout générique, contrairement à ce que pensent les gens sur GPT. Si vous le guidez bien, elle ne sera pas générique, elle sera très adaptée. Et à l'inverse, si c'est personne âgée, dans l'annonce, il va vous dire, il y a d'ailleurs pas très loin un endroit pour faire ses courses et l'ascenseur est important. Ou il va vous demander, il va dire attends, précise-moi s'il y a un ascenseur parce que faut que je le mette dans l'annonce. Donc voilà, il va être très très bon dans la rédaction d'annonce. D'ailleurs, même dans l'amélioration, moi je dis aux agents immobiliers, donnez-lui votre annonce et demandez-lui comment améliorer. Comment améliorer le titre, comment améliorer la description, comment améliorer les photos. D'ailleurs, je lui ai donné une annonce, il m'a dit ouais, la photo elle est bien, mais il y a beaucoup trop d'ombre. Il me dit il y a trop d'ombre qui cache la façade. C'est une petite chose, mais sur une maison à 1 million d'euros, t'as pas envie d'avoir l'ombre qui cache la façade. Ça, il l'a vu sur une photo. Donc, il va améliorer vos annonces, vous aider à les créer. Et sur la gestion derrière, réponse au locataire, toutes les questions un peu pénibles du locataire. Tiens, j'ai une fuite d'eau, qui doit gérer ça? Comment je fais? Toutes les réponses par mail que vous avez avec votre locataire. Ça, aujourd'hui, soit tu as des outils qui ont déjà intégré le truc et qui te permettent de le faire. Il y a quelques outils, je pense qu'ils le font bien. Peut-être que sur la gestion, il n'y a pas encore de révolution sur ce point. Et sinon, toi, en tant que gestionnaire, ou si tu es gestionnaire d'appartement, tu t'appuies là-dessus pour rédiger ces réponses, pour aller chercher de l'info. Exact. Rédiger, là, pour le coup, c'est de la pure rédaction. Rédiger toutes les réponses aux locataires qui sont tout le temps les mêmes questions. C'est ça, parce que tu aimerais bien le locataire le connecter là-dessus et dire vas-y, déroule-toi. Non, ça faut éviter. Faut prendre faut prendre sa question, donner à GPT. Lui donner, en fait, tu crées un robot GPT limite et tu donnes tous les échanges de mails que tu as avec ton locataire. Tu lui donnes le bail. Et tu dis dès que maintenant, dès que je vais t'envoyer un mail, tu me prépares la réponse. Et GPT, faites copier-coller du mail et nous prépare la réponse. Et là aussi, ce qui est chiant, c'est structuré. J'ai tout le temps ça. C'est bon, quand je reçois un mail, la réponse, je peux la donner en 2-2. Et s'il était en face de moi, je lui donnerais. Et si j'avais le vocal, je lui donnerais. Mais j'ai pas envie de lui dire ok, bonjour monsieur, merci pour votre message. J'ai bien lu ce que vous m'avez dit. Rien que ça, c'est chiant pour le cerveau. C'est pas très long, mais c'est chiant. Et ça, moi, je copie-colle, GPT, copie-coller, hop, j'envoie. Direct. Okay. Tu gagnes du temps tu économises du temps de cerveau. Il est capable d'identifier, je sais pas, je réfléchis un peu à de l'analyse de documents des locataires. Imaginons que tu vas recevoir 20 dossiers de locataires avec les fiches de paye, les bulletins de salaire, est-ce que c'est des vrais ou pas? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut trier les trucs, il peut vérifier si c'est du vrai ou du faux. Qu'est-ce qu'il pourrait faire sur les... Là aussi, faites attention avec la donnée, parce que vous tombez sur RGPD. Je sais pas comment ça se passe pour ceux qui font de la location de particulier à particulier. Est-ce qu'ils tombent sur RGPD, sachant que c'est entre particuliers? C'est une bonne question. Oui, mais faites attention à ce que vous voulez donner.
Mais dans l'absolu, oui. Est-ce qu'il est capable de... Je dis pas de le faire, mais est-ce qu'il est capable de... Ouais, non, est-ce qu'il est capable de voir que c'est une fausse fiche de paie? Je pense pas. Non. Je pense pas. En revanche, il va y avoir des modèles qui vont s'entraîner grâce à ça. Et ça, c'est sûr. Il y a des choses. Je sais qu'il y a des boîtes qui se lancent ça sur existe ces déjà, sur ces des boîtes créneaux, qui se lancent. Mais sur un dossier, oui, un dossier complet, il va vous dire lequel choisir entre 3 dossiers, c'est sûr. Même chose qu'avant, avec ton recrutement. Ouais, tu peux lui faire un petit listing, tu lui mets les infos. Tu lui envoies tous tes PDF, tu lui dis voilà, tu me compares la solvabilité de mes locataires, tu prends leur âge en compte, ce qu'ils font dans la vie, depuis combien de temps ils sont dans leur job. Tu prends tout ça et tu m'expliques point par point pourquoi tel locataire et pas tel autre. Ça va être intéressant, ça. Moi, je vais essayer avec mes colocs parce que, en plus de tous ces éléments de est-ce que la personne, elle est, va pas être trop chiante et elle va bien payer. Moi, je me demande aussi si elle va bien s'entendre avec les autres personnes de la coloc. Ouais. Potentiellement, tu as ton fichier avec tes locataires déjà préparés et tu lui demandes de faire un matching, quoi. Ah bah c'est clair. Ah ouais, ça c'est Ça, super trop intéressant. marrant. Dans le matching, il est très bon. Ouais. Comparer avec de data et lui dire, ça va être marrant. poser des questions. Et essaye avec C'est vrai que moi, mes meilleurs moments de location sur mes colocations, c'est quand je me suis retrouvé avec des groupes hyper soudés. Ouais. À un moment, j'ai eu quatre filles qui étaient tous dans un truc un peu zen, yoga, voire même des trucs un peu voyance, médecine douce, machin, tout ça. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Elles s'entendaient grave bien, elles étaient hyper heureuses et tout. Mais c'est pas facile de matcher les gens. Ouais, c'est dur, mais tu vois, tu pourrais lui parler de 3 de tes colocataires. Tu lui dis, tu leur parles de chacun pendant 1 minute 30 et tu dis maintenant, dès que je t'envoie, maintenant tu connais mes 3 locataires. Dès que je t'envoie un 4e, tu me dis si tu penses qu'il va matcher ou pas en fonction des critères que je te donne. Et ça, je sais que maintenant tu peux créer des chats GPT spécifiques un peu pour tes profils. Je pourrais me faire par exemple, moi, si on prend mon point, je suis podcasteur, j'ai un podcast sur l'immobilier. Je fais de la gestion IMO aussi, et j'ai ma vie perso où je peux utiliser ChatGPT pour différents trucs. Tu me conseillerais de faire 3 GPT un peu identifiés ou comment on organise cette partie-là? Des GPT partage, Faut faire des GPT partage. Moi, j'en ai un qui s'appelle Mysteria. Je lui ai fait manger toute la documentation sur Mysteria. Et maintenant, dès que je dois remplir je ne sais quoi à propos de Mysteria, c'est lui qui remplit, c'est pas moi. Il connaît l'entreprise. Donc ouais, typiquement, même par colocation, peut-être, tu vois, si tu te rends compte que tu poses souvent des questions, plusieurs questions par semaine sur chacun de tes biens, bah, crée-toi un GPT par bien. Il a mangé les baux, il a mangé le corrèglement de copro, peut-être, je sais pas trop quoi. Et tu réfléchis avec lui, tu lui poses des questions, tu lui fais faire des tâches. Ça marchera super bien. Okay. Et là, typiquement, une fois que tu as ce petit robot, lui, il va pouvoir répondre à tes mails de manière très précise. Si tu as juste GPT en tant que tel, ton mail, bah, faut le guider parce qu'il n'a pas toute l'info. Mais ChatGPT, par contre, un GPT qui t'a fait manger tes derniers échanges mails et les documents de copro et les machins, lui, il est super. C'est un GPT spécialisé. Tout à l'heure, j'en ai fait un spécialisé dans le PLU je vais à Chessy cet après-midi pour une intervention. J'ai créé un PLU que j'ai créé un GPT que j'ai appelé expert en PLU Chessy. Et je lui ai fait manger le PLU déjà premièrement. Et puis je lui ai mis un petit prompt pour lui dire voilà, tu es un expert en PLU, tu connais très bien Chessy, tu connais bien la réglementation, tu connais les élus, tu connais tout. Je lui ai parlé de tout ça. Tu vas à Disney tous les week-ends. Tu connais très bien Disney, tu es un fan de Disney. D'ailleurs, tu seras bientôt à Disney, je pense. On va finir par te faire une attraction GPT, j'espère. Et je lui ai dit, tu connais tout ça. Et là, je vais aller en démo cet après-midi. J'ai plus besoin de lui faire manger le PDF. Je vais lui poser une question. Je vais lui dire, qui es-tu? Il va me dire, bah, je suis un expert en châssis. Pose-moi tes questions. Et là, il va être beau. Et typiquement, il va être beaucoup plus précis dans sa lecture du PLU de châssis parce que je lui ai dit que c'était un expert en urbanisme à châssis. Il va adapter son ton aussi, le ton. Totalement. Si je lui dis, tu me parles comme un élu ou tu me parles comme un gamin de la rue, il va adapter. Ouais. Okay. Donc faites attention à comment vous dites de lui parler, du coup, de vous parler. Mais ouais, il va adapter. Et tu vois, moi j'ai ce robot pour ce truc-là. Et après, ça reste. C'est-à-dire que tu le re-questionnes là-dessus. Tu lui as demandé de te parler comme un gamin. Tu recontactes ce GPT que tu as créé dans 6 mois. Il va continuer là-dessus. Bientôt. Alors dans 6 mois, je pense qu'il sera allé encore plus loin. Donc on verra. Mais, ouais, d'accord. Mais dans 3 semaines, tu le recontactes et tu lui reparles. Et il se souvient de tout ce qui a été dit. C'est fou parce qu'ils ont réussi à enlever quand même une grosse partie des barrières avec cette interface qui est utilisable, comme tu disais, même par nos grands-parents. Ouais. Mais il y a encore, tu vois, la plupart des gens qui l'utilisent, ils l'utilisent comme Google et ils s'arrêtent. Et je suis le premier, honnêtement, à parfois pas pousser le truc quand ça marche pas, aller chercher par moi-même, etc. On utilise trop comme un moteur de recherche, alors que ça n'est pas du tout. Et souvent, mon gros problème, parce que je suis dans la création de contenu et donc du copywriting, etc., j'ai le sentiment que le ton, il est pas assez authentique, que moi, j'aurais pas dit ce truc comme ça. En fait, c'est qu'il est pas assez entraîné, c'est que j'ai même pas créé mon GPT particulier pour le podcast. Crée-lui ton GPT. Tu vois, tu mets 3 transcripts de tes podcasts
tu les mets en PDF et tu crées un GPT que tu appelles podcast, ça fait un bail. Jérémy, tu mets même podcast, enfin tu mets GPT Jérémy, ou je sais pas comment, et tu lui fais manger tes transcripts. Tu lui dis voilà comment je parle en podcast et après tu joues avec. Après tu lui dis prépare-moi le podcast avec Mysteria, donne-moi les questions que je pourrais poser, plein de trucs, mais tu fais passe par là, fais-lui manger tes transcripts. Peut-être que 3 ça suffira pas, peut-être 10, ça, et c'est fait des tests, mais. Et je peux lui enfiler 140 aussi. Ouais. Bah, tu vois, moi j'ai mis un PDF de 450 pages et il va chercher de l'info dedans. Ouais. Donc il sait faire, il faut que tu vois un peu. Tu vois un peu à quel point tu peux lui donner de l'info sur tout ça, mais je suis sûr qu'il sera précis. Hein. Et lui dire donne-moi des idées de podcasts. Tu vois, tes podcasts, on a fait l'essai sur une chaîne YouTube. On a fait un screenshot de toute la chaîne YouTube de quelqu'un. Et on lui a dit trouve-moi d'autres vidéos, d'autres types de vidéos à faire. Et on a plein d'idées. Super intéressantes. Donc toi, tu pourrais lui dire je screenshot tous mes podcasts, je lui envoie. Donne-moi des idées de podcasts. Tiens, avec les idées de podcasts, va chercher sur Internet des gens que tu peux trouver pertinents à inviter par rapport à ces idées de podcasts, etc. Ok. Tu peux t'amuser à l'infini, quoi. Tant qu'on est dans la parenthèse podcast, sur la création de contenu lié à mon podcast, j'en profite pour un consulting spécifique là-dessus. Comment je pourrais l'aider? Tu vois, la grosse difficulté encore aujourd'hui que j'ai pas réussi à remplacer, c'est qu'il faut réécouter l'épisode. Moi, j'ai quelqu'un qui réécoute l'épisode pour choisir les meilleurs moments. Ouais. Sauf si je prends le temps pendant l'épisode de noter. Tiens, là, il vient de dire quelque chose, mais j'ai l'impression de perdre un peu le naturel de la conversation. Ouais. Là-dessus, je pense que c'est un peu tôt pour que lui-même te trouve. Alors, il va te trouver. Si tu lui dis, trouve-moi des. Tu lui donnes la bande-son, tu lui dis sors-moi les 10 meilleurs passages. Tu le donnerais en son ou tu filerais le transcript que tu as récupéré toi? En son, c'est plus facile pour lui. Il comprend vraiment le son. Même 2 heures, tu peux lui donner, tu penses, d'audio? À essayer. Ouais, peut-être pas sûr. Pour le coup, c'est 2 heures, c'est vrai. À essayer, mais le transcript, c'est juste que parfois, le transcript étant pas parfait, mais bon, le transcript, il est meilleur en texte si tu as un mot en texte. Ok. Donc, je peux lui donner le transcript, mais tu peux lui dire, typiquement, si tu lui dis, trouve-moi les meilleurs moments, il va avoir du mal, parce qu'il va dire, c'est quoi les meilleurs. Par contre, si tu lui dis, trouve-moi les moments où il y a une anecdote, trouve-moi les moments où il a donné des exemples, trouve-moi les moments. Là-dessus, il va te le sortir, franchement. Il va te le sortir, c'est sûr, à 100%. Où il y a des rires, où il y a des rires. Ah ouais. Utilise rien que Nuta, qui n'est pas spécifique à ça, mais qui fait de la résumé de réunion. Utilise Nuta et tu verras, Nuta, transcript, tu lui dis, ou tu donnes même le transcript à GPT en lui disant, voilà, trouve-moi les 10 moments, sors-moi les 10 phrases où on a rigolé, je sais pas quoi. Il te sort les 10 phrases, sauf que GPT, tu pourras pas lui dire à quel moment la phrase a été prise. Mais cette phrase, tu vas sur Nuta, tu fais CTRL-F, tu mets la phrase, il va te dire, hop, bah voilà, c'était à 27 minutes 36. Tu as le résumé vidéo en plus, donc tu peux couper. Et Je crois que sur les transcripts, j'ai même réussi, tu vois, à ce qu'il me donne les temps. Quand je sors le transcript d'Adobe Premiere, en fait, il y a le timing. Voilà, c'est le timing. Et du coup, il arrive même à me chapitrer un épisode. C'est pas toujours, je pense que je le prompte pas encore assez bien. Mais aujourd'hui, ça, c'est un truc Spotify, ils ont lancé ça sans dire à personne. Mais quand tu mets ta description sur Spotify maintenant avec des timings, bah, il te la découpe comme sur YouTube, tu vois. Avec du chapitrage. Chose qui n'existe pas sur le podcast jusqu'à aujourd'hui. Et c'est chiant, tu vois, sur des épisodes d'1h30, tu as envie de retrouver un moment spécifique, c'est un enfer. Du coup, il n'y a pas trop de découvrabilité à l'intérieur d'un épisode. Et ça... lui, il peut te le faire très bien. Et il le fait assez bien. Non, j'ai pas encore bien prompté sur cette partie-là. Je pense qu'il le fait bien, sinon. Je pense qu'il le fait bien. Tu vois, Nuta le fait bien, donc... Je vais aller essayer Nuta. C'est pas mal. Donc, non, ça, il le fait bien. Donc, pour les podcasts, ça peut t'aider. Et puis, pour le repurposing de contenu, c'est que tu lui donnes ton truc en texte et tu lui dis tu m'en fais un post LinkedIn, tu m'en fais un post Instagram, tu m'en fais un visuel, tu m'en fais d'ailleurs 10 posts LinkedIn parce que c'est intéressant. Là-dessus, il va beaucoup t'aider. Sur un transcript, nous on le fait avec des vidéos YouTube, ça y est, on met une vidéo YouTube et on lui dit tu m'en fais 10 posts LinkedIn. Alors, plus prompté que ça, hein, mais ça marche bien. Donc, est-ce que tu es obligé de passer par toutes les étapes? Tu vois, moi je fais un épisode par semaine. Est-ce que je dois passer par... Et aujourd'hui, j'utilise des copier-coller de prompts que je me suis créé pour se créer. Est-ce qu'il y aurait un truc où tu le lances dans une automatisation où tu lui dis, voilà, je t'envoie le transcript. Maintenant, tu me fais les 10 posts LinkedIn, tu me les repurposes en script pour des réels. Tu fais un GPT spécialisé dans le repurposing de transcript. Tu lui dis, voilà, maintenant, je vais te upload des transcripts. Dès que je t'en upload un, à chaque fois, tu me fais les 10 posts LinkedIn. Tu me fais une image. Et il te sort tout. Il te fera tout. Et après, à chaque fois que tu lui mettras juste un transcript, tu n'as pas besoin de le prompter. Il va chercher le prompt que tu as mis dans le GPT. Il prend le document que tu lui as envoyé et il te fait.
Ok. Donc le GPT, c'est fait exactement pour ça. Et puis en plus, tu vas pouvoir améliorer ton prompt de GPT au fur et à mesure. Tu vas dire, attends, mais en fait, à chaque fois, je me rends compte que les posts LinkedIn, il les fait mal. Donc dans ton prompt, tu iras dire, fais-moi un post LinkedIn en donnant bien des exemples chiffrés, par exemple. Qui utilise telle structure ou telle. Ouais. Et tu améliores ton prompt et tu vas arriver à un super GPT qui marche bien et qui t'aura juste à donner ton PDF. Ok. Ton doc. Bah écoute, on a fait un bon tour de IA et investissement immobilier. Ouais. Un peu différent de ce que tu fais peut-être sur les métiers. C'est super intéressant, mais ça prouve qu'il y a tous les métiers, tout ce qu'on fait au quotidien va être touché et touché par un GPT. Et il dit souvent la seule limite de ChatGPT, c'est notre cerveau à nous, c'est pas lui. Lui, on utilise 10-15% de ses capacités. Et ce sera encore pire avec GPT-5 qui va sortir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de limite, il en a plein, mais c'est nous la seule limite, je me suis mal exprimé, c'est nous la première limite de l'utilisation de GPT, c'est notre cerveau à nous, quoi. C'est dur de se dire ah oui, je vais faire telle tâche, tu vois, les GPT, là tu connais les GPT, pour autant tu n'as pas eu le réflexe de le faire parce que c'est un tout nouveau paradigme. Et il faut dire ah oui, mais c'est vrai qu'il réfléchit comme ça, GPT, ah oui, c'est vrai qu'il lit bien ça, mais pas ça. Ah oui, c'est vrai qu'il est capable de créer des choses. C'est pas facile, notre cerveau, ça va lui prendre du temps à comprendre qu'il y a un cerveau artificiel qui est plus fort que nous et qui existe dans notre poche à 20 € par mois, quoi. Donc, ou gratuit. Donc ça prend du temps, mais ouais, il peut quasiment tout faire, quoi. Et c'est que le début. Ils vont mettre des fonctionnalités de partout dans les 6 prochains mois. Ça va être assez dingue. Donc les investisseurs immobiliers, si vous avez un bon investissement à faire avant d'investir dans l'immobilier, c'est déjà de mettre 20 € par mois là-dedans. Ouais. Je ne suis pas affilié, donc je le dis en toute indépendance. Mais faites-le parce que ça change la vie, quoi. Et puis, même si aujourd'hui vous allez être frustré sur quelques cas d'usage, c'est indispensable dans 3 ans, tout le monde l'aura dans sa poche au quotidien. Donc il faut prendre le pli dès maintenant, quoi. Trop bien. C'est quoi la suite pour toi? Je t'ai même pas demandé si tu avais investi en IMO. Non, j'ai pas lancé en immobilier encore. Okay. Bientôt, je pense, bientôt. Et c'est quoi la suite pour toi 2024, ça ressemble à quoi, Mister IA? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une grosse boîte de conseils avec beaucoup de consultants, j'espère. Là, on a beaucoup de demandes, donc on recrute des consultants à fond. On accompagne tout type d'entreprise. Là, vraiment, au début, on faisait que des gros corporates. On a toujours beaucoup de gros corporates. On commence à avoir des agences IMO, des mandataires, tout le monde. Donc, spécialisé immobilier, mais pas que. Mais vraiment accompagner un maximum d'entreprises, mettre du GPT de partout pour faire gagner vraiment en confort de travail aux gens. Ça, c'est vraiment le truc important. Et voilà, ouvrir d'autres pays. On ouvre en Suisse. Breaking news. On ouvre en Suisse début 24 parce que grosse demande en Suisse. Et j'espère dans d'autres pays. Donc voilà, ça va aller vite. Puis grossir un peu la newsletter. Toujours, elle grossit bien, elle marche bien cette newsletter. Donc elle plaît, donc on va essayer de la continuer. Tu as toujours été tourné création de contenu, tu faisais des vidéos hyper régulières, etc. Tu as un projet de continuer des vidéos, un type de format, un truc Non, là j'ai switché. Ouais. Donc je pense pas. La newsletter, oui, c'est moi qui l'écris encore. Okay. Je vais la garder. Mais sur le reste, non, je pense pas. Pas beaucoup de YouTube, pas beaucoup de LinkedIn. Un peu de LinkedIn, j'en fais un peu maintenant, mais c'est pas de la vraie création de contenu. Okay. Je relate un peu ce que je fais chez Mister IA. Donc on peut trouver Martin Pavanello sur LinkedIn, on peut s'inscrire à la newsletter. Newsletter sur mister-ia.com, il y a tout en bas le petit onglet newsletter, et puis sur LinkedIn, même sur des messages, je réponds à tous les messages sur LinkedIn. Presque tous, sauf si vous voulez me vendre des aspirateurs. Mais voilà, je réponds à tout, donc avec grand plaisir. Et puis la newsletter est gratuite, je ne vais pas préciser, mais vous apprendrez pas mal de choses sur l'IA, j'espère que ça va être intéressant. C'est tout corps... J'allais dire tout corps d'état, ça c'est des formations professionnelles. C'est normal. C'est tout secteur ou... Tout secteur, les généralistes, c'est pour faire comprendre aux gens ce qui se passe dans l'IA générative dans le monde 2 fois par semaine. C'est rapide à lire, vous découvrez des outils, des prompts pour des cas d'usage spécifiques, ça marche bien. Super, merci Martin, c'était hyper intéressant. Au top, merci à toi pour l'invitation et on se revoit bientôt. À plus, et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, vous allez aussi suivre le podcast, n'hésitez pas à laisser une petite note 5 étoiles, je le demande jamais assez, et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. Je sais que sur Spotify maintenant, il y a des questions qui sont posées pour chaque épisode. Ils commencent à créer un petit espace commentaire, mais un peu pourri, c'est pas encore comme YouTube. Ouais. Et je pense qu'ils ont peur de l'arrivée de YouTube sur le podcast en 2024. Donc voilà, vous pouvez aller interagir, répondre à ces questions-là. Et voilà, les projets Château en ce moment, Château de Fontenay sur Instagram. On a créé Château Story aussi pour documenter en mode un peu plus fun ce qu'on est en train de créer avec Martin. Donc allez suivre sur Insta et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.